Charles, je suis membre de la Jeune Chambre économique de Bergerac, et donc le directeur de la commission de négociation avec la nature. Donc merci à monsieur le député, merci à monsieur le maire, merci à nos partenaires comme Nicolas Charon, qui est un partenaire historique de la Jeune Chambre économique. Merci à nos conférenciers d'être venus. Donc on a François Colevati, c'est ça, je suis bien dit. Donc directeur des opérations du territoire d'Orléans-du-Limousin chez Veolia, et Eric Martin. C'est ça, plus simple à dire. Et Mathieu Foss, responsable antenne sud-ouest de la société Ecomégo. Très bien. Donc merci à tous d'être présents ce soir, malgré la circonstance. On ne peut être que 28 dans cette salle. Je ne sais même pas si on est 28. Et bon, on nous suit en tout cas en direct, donc je salue les gens qui sont derrière leur écran. Voilà. Donc on va vous faire une petite présentation du sommaire. Ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc le président il va nous présenter un peu la Jeune Chambre économique, rapidement. Ensuite, on va vous parler de notre commission qu'on a fait depuis maintenant 1 an, qui sera présentée par Mélodie. Ensuite, la pollution de l'eau par rapport à un déchet de la voie publique, donc nos 2 partenaires de Veolia. C'est bon, tu parles un peu plus fort. On m'entend pas? Ouais. Ecomégo, comment transformer le mégot en ressources, Mathieu Foss. Et après la transmission avec monsieur le maire, on va vous remettre un guide de recommandations. Voilà. Pour être sûr que je reste jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Bon, normalement, ça dure jusqu'à 21h, parce qu'après 21h, on doit être parti pour qu'il nettoie. Ah, mais nous aussi, on sera partis. Non, non. Avant 21h. Allez. Avant 21h. Ouais, avant 21h. Sinon, C'est des les cacahuètes. surfaces, vous leur faites faire, Ouais. c'est pas jour. 21h maximum. Donc, à toi, Clément, je te laisse présenter la Jeune Chambre. Je peux remettre pour ça. Bien, merci à tous d'être présents ce soir parmi nous. Donc, je suis Clément de Bortoli, le président de la Jeune Chambre économique de Bergerac pour cette année. Grégoire m'a demandé de vous présenter ce qu'est la Jeune Chambre économique et m'a demandé de le faire en 5 minutes. Alors, voilà. 5 minutes, ce n'est jamais assez pour parler de la Jeune Chambre. Je vais essayer donc de réaliser au mieux cet exercice. La Jeune Chambre économique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une association qui est, là je tiens à remettre l'accent dessus, qui est non partisane. C'est-à-dire que nous travaillons dans le cadre de nos projets, comme vous l'avez fait sur cette commission Zéro Mégot, avec les élus, avec les collectivités, mais nous ne prenons pas parti avec les partis politiques. Nous travaillons avec tous, quelles que soient leurs idées, mais nous travaillons en indépendance vis-à-vis de cela. Également une association qui est religieuse. Notre mission, donc, c'est offrir aux jeunes de 18 à 40 ans des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Tout ça pour dire que la Jeune Chambre économique forme des jeunes à devenir des leaders citoyens. Donc c'est une association qui permet donc aux femmes et aux hommes de tous les secteurs de la société d'agir avec un impact réel et durable au sein des territoires, en l'occurrence de Bergerac. Donc la Jeune Chambre économique de Bergerac est affiliée à la Jeune Chambre économique française, donc au niveau national. La Jeune Chambre économique française est présente dans 130 villes en France et dans les territoires du département d'outre-mer. Cela représente 2000 membres et observateurs au niveau national. À Bergerac, nous sommes 10 membres et 5 observateurs. Alors un observateur est un jeune qui a intégré l'association et qui suit un parcours d'intégration, notamment via des formations qui lui permettent de découvrir le mouvement et de développer ses capacités. Bergerac, l'association est présente depuis 51 ans maintenant. Et on a eu, tout au long de ces années, l'occasion de mener de nombreux projets. Et d'ailleurs, les anciens membres qui sont parmi nous ce soir le savent très bien. Donc les missions: sensibiliser les jeunes entreprenants à la citoyenneté, former par et à la prise de responsabilité dans le développement de projets, et finalement être un incubateur de leaders citoyens. Et quelques actions remarquables qui ont été menées à Bergerac, alors j'ai pris dans les plus récentes, bien évidemment, la charte du recruteur citoyen, le CV citoyen, et l'action phare qui est menée chaque année, qui est l'organisation d'une omelette géante à l'Aillé. Malheureusement, cette année, du fait des conditions sanitaires, cette organisation a été rendue impossible. Vous allez voir, est-ce que j'ai... Très bien.
Super. Est-ce que je dois avoir quelques questions peut-être? Oui, bah si. Si vous avez des questions, allez. Du coup, il n'a pas. Voilà. On a compris qu'il n'en fallait pas. Merci Clément. C'est bien, ça donne envie d'y revenir. Donc maintenant, c'est au tour de Mélodie de nous présenter notre action qu'on a fait avec cœur. Oui, exactement. Alors, bon, bah, moi je suis la secrétaire de la commission et je vais vous raconter un peu l'histoire et les recherches qu'on a fait, l'origine de la commission, tout ça. Et donc en fait, il faut revenir un an en arrière pour savoir comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui. On était 4, on avait envie de participer au World Cleanup Day 2019, donc le 21 septembre 2019, juste pour participer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en 3 heures, on avait quand même amassé 1,5 kg de mégots dans les rues de Bergerac, notamment sur les quais. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un petit problème, qu'il y en avait beaucoup trop. Et c'est à ce moment-là qu'on a hésité entre le désespoir et l'enthousiasme. On a choisi l'enthousiasme et on s'est dit, bon, on va mettre en place une commission, c'est-à-dire donc un groupe de travail de gens super motivés pour arranger les choses. Et c'est comme ça qu'est parti Zéro Mégot. Et donc tout l'automne 2019, on a fait ce qu'on appelle la phase d'enquête. Parce que pour agir sur un sujet, il vaut mieux être informé dessus. Donc première chose, quand on y réfléchit, un mégot, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est trois éléments principaux qui restent donc de la cigarette. Donc le papier qui l'entoure, le reliquat de tabac, et un filtre qui est en fait en acétate de cellulose, tout le monde ne le sait pas, mais c'est du plastique en fait. Donc déjà de fait c'est polluant. Et on s'est rendu compte donc en faisant des recherches sur un peu tous les... Enfin on a cherché partout quoi. que c'était... Avant d'être une pollution environnementale, c'est déjà une pollution visuelle à laquelle on ne fait même plus attention. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font encore attention quand ils marchent dans la rue, il y a des mégots par terre, on les voit tellement qu'on n'y prête parfois plus attention. Et ça dévalorise le cadre de vie. Et donc j'aimerais bien que cette conférence soit un petit peu vivante et que je ne parle pas toute seule, donc je vais vous poser quelques questions pour vous faire participer si ça vous dit. Et j'aimerais savoir, à votre avis, parmi ces chiffres, combien de mégots sont jetés chaque minute dans le monde? Je vais faire un petit vote à main levée. Combien pensent que 5 millions sont jetés par minute dans le monde de mégots? Dans le monde, Ouais. il faut compter ceux qui fument sans filtre. 5 millions. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que 5 millions de mégots sont jetés par minute dans le monde? Levez la main si c'est le cas. Combien? Non. Non. 8 millions. 12 millions. 12 millions. C'est votre dernier mot? Et ben c'était 8 millions. Ce qui est déjà pas mal, hein, si on commence à s'imaginer le nombre que ça fait, la masse que ça fait, je sais pas en nombre de kilomètres combien on pourrait faire si on les mettait tous bout à bout, mais ça fait une certaine quantité. Donc voilà, 8 millions de mégots jetés chaque minute dans le monde, ça fait quand même une grosse quantité. 800 tonnes chaque année dans la nature, parce que bon, on sait bien que quand on jette le mégot par terre, que ce soit dans la ville ou dans la campagne, ça finit toujours soit dans la terre, soit dans les cours d'eau, parce que, bon, Monsieur Colivati vous expliquera mieux que moi le fonctionnement du réseau quand on jette un mégot sur la voie publique, mais voilà, les gens s'imaginent peut-être que quand on jette le mégot par terre, il va rester dans le vide, je ne sais pas trop ce qu'ils s'imaginent d'ailleurs, mais en fait il finit toujours dans la rivière, ce qui finit dans la rivière va ensuite dans l'océan. Donc voilà, et puis bon, évidemment c'est un coût de nettoyage important aussi pour les municipalités, c'est pas négligeable. Et donc au-delà d'être une pollution, pollution visuelle, c'est évidemment une pollution environnementale assez importante. On s'en est vraiment rendu compte en faisant nos recherches en fait, parce qu'on ne s'imaginait pas à quel point ce tout petit déchet pouvait avoir un impact gigantesque. Et donc, nouvelle question. À votre avis, quel pourcentage les mégots représentent-ils parmi les déchets présents dans la mer Méditerranée? 19%. Qui vote pour 19%? 32%. Qui pour 40%?
C'était 40%. Voilà. Enfin, vraiment, si on se représente, c'est quand même énorme. Un mégot, c'est tout petit, mais ça souille en fait beaucoup d'eau. Vous allez le voir dans la slide d'après. À votre avis, combien un seul mégot peut polluer d'eau? 80 litres? Qui pense 80 litres? Qui pense 220 litres? Et qui pense 500 litres? C'est 500 litres. Vous imaginez quand même un tout petit déchet de cigarette comme ça qui pollue 500 litres d'eau, c'est quand même énorme. Et tous ces mégots qui tombent dans la rivière, forcément, voilà, donc on en est quand même déjà à s'inquiéter sur l'état de nos rivières et de l'océan. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait plus de mégots que de plastique dans l'océan. Bon, ça, c'est pas prouvé, mais... Voilà, donc 500 litres d'eau souillée par un seul mégot, 40% de déchets présents dans la mer Méditerranée, et en plus de ça, une cause avérée d'incendie, de forêt, de poubelles ou d'habitation. Donc quand même, c'est un petit déchet qui fait bien des dégâts. Et donc, on s'est dit qu'on avait raison de poursuivre sur cette voie, de continuer à lutter contre les déchets, les mégots jetés par terre. Donc voilà, c'est un déchet qui est classé dangereux, c'est pas anodin, et on le laisse traîner partout alors qu'il contient des substances toxiques. Et là, c'est pareil, je vais vous reposer la question, à votre avis, combien de substances toxiques contient chaque mégot? 700. 700 2500 4000 Ah, pas pour 4000 personnes. En fait, c'est entre 2500 et 4000, mais plutôt proche de 2500 a priori. Et juste, que ce soit l'un ou l'autre, c'est énorme. Vous imaginez, en fait, bon, je vais pas lécher la surprise d'après, mais le nombre de substances dans un tout petit truc comme ça, c'est pareil, c'est énorme. C'est la même chose dans les poumons en fait. Ah oui, bah exactement, mon message, j'en parlerai pas parce que pour moi la solution ultime c'est de ne pas fumer, mais... Et à votre avis, combien de mégots met-il de temps à disparaître complètement? Qui vote pour 2 ans? C'est ça. Qui vote pour 7 ans? Qui vote pour 12 ans? Vous avez raison, c'est 12 ans. C'est pas possible des mégots biodégradables? Alors en fait, le mégot n'est pas biodégradable. Si une fumeur le faisait. Le mégot n'est pas biodégradable, il est photodégradable, c'est-à-dire qu'en fait, il ne se décompose pas comme les produits organiques. Il se réduit en cellules de plus en plus petites, mais il est toujours présent. Donc ça aussi, c'est problématique et on n'en a pas forcément conscience. Voilà, donc des tas de substances nocives, de la nicotine, des métaux lourds, des pesticides, de l'ammoniac et il y en a bien d'autres évidemment. Et des tas de microbes aussi, parce que si, je sais pas moi, un animal ou un enfant touche un mégot qu'il a trouvé par terre ou l'ingère, alors là, c'est la catastrophe. Et donc tout ça pour disparaître sans vraiment se décomposer, juste disparaître à la vue des hommes. Et il y a une autre information aussi qui est assez importante, c'est que si on met un mégot dans un litre d'eau, 50% des organismes marins présents dans ce litre d'eau seront tués en quelques minutes, en quelques heures. Donc c'est quand même nocif à tous les étages. Voilà, donc nous, après avoir vérifié qu'on avait raison de se pencher sur la question, on a décidé d'aller plus loin. Donc notre objectif en tant que commission, c'est de participer à la réduction du nombre de mégots sur le territoire d'Argent-Aqua, évidemment, par la sensibilisation, par l'information et la collaboration avec la municipalité, avec les commerçants aussi, parce que eux, on les a croisés quand on a fait nos campagnes d'affichage, ils ne sont pas plus heureux que nous de voir des mégots partout devant chez eux. Donc il faut travailler main dans la main et avec l'aide, si besoin, d'organismes spécialisés ou d'entreprises comme Ecomégo qui va nous présenter sa solution aujourd'hui. Donc voilà un petit récapitulatif des actions que je vais vous présenter juste après, de l'historique de la commission, de sa création, en passant par le temps de recherche, le lancement de notre campagne d'affichage, le concours Veolia qui nous a permis de financer les cendriers de poche que nous avons à la vente actuellement, et un partenariat avec le BPFC également, donc le club de foot de Bergerac.
nos chasses aux mégots, et puis la conférence aujourd'hui et les projets qui viendront par la suite si tout va bien. Donc voilà, après avoir fait nos recherches, tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait commencer par sensibiliser. Et pour sensibiliser, on s'est dit on va faire une campagne d'affichage, mais on n'avait pas du tout envie on n'avait pas du tout envie d'être culpabilisant dans notre démarche. Parce qu'on s'est dit, être culpabilisant, on le voit partout, ça marche pas mieux qu'ailleurs, on a envie de rester léger, on a envie que ce soit plutôt, que ça fasse sourire en fait. Donc on a choisi un slogan qu'on a trouvé ludique, je ne sais pas si vous le trouverez aussi, ça s'appelle « Semer des courgettes, pas des cigarettes ». Et on est allé distribuer ces petites affiches dans le centre-ville au mois de février, en espérant qu'elles y sont encore. On a fait un petit reportage aussi, alors je ne sais pas si ça va marcher. Il n'y a pas de son. Bon bah, Et les Émilie, tu sous-titres. parles. Il y aura des sous-titres. Bon, sans son, c'est quand même un petit peu moins classe, mais voilà. Ça va, je la connais. On a fait un petit reportage pour marquer le coup, c'était complètement improvisé. Mais il se trouve que ça a eu on a eu d'assez bons retours sur les réseaux sociaux avec cette vidéo. Il y a plus de 5000 vues, c'est ça? Monsieur le client. Et ça participe aussi à la sensibilisation, toutes ces choses-là. La vidéo, ça marche bien en ce moment, c'est informatif brut. Et donc voilà, on était motivés en plein hiver pour aller distribuer nos affiches aux commerçants. On s'est fait décorer aussi. Greg s'est fait décorer par un commerçant particulièrement zélé. Ouais, je vous laisse lire la suite. Bon, sans la voix, c'est peut-être pas... C'est très bizarre sans le son. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? C'est bien sous-titré quand même. Oui, maintenant toutes les vidéos qui circulent sur internet sont sous-titrées. C'est plus pratique pour tout le monde. Ça, c'est la colline au. La colline au lien, voilà. Rien de gagné. Tu peux le faire un like. Tu fais le doublage en live d'Emilie, d'accord? Bon, après, on peut la retrouver sur le. Voilà, on peut la retrouver sur le Facebook de la sur jeune le chambre. Facebook de la jeune chambre. Oui. Jusqu'au bout, elle dure 5 minutes. Bref, voilà, Mais le donc, premier en plus. Et là, c'est pareil, il n'y aura pas la musique du coup, mais du coup, bon, faut que je vous raconte quand même un petit peu, c'est que entre la campagne d'affichage et le concours Veolia, il y a eu le Covid. Et donc à la base, on avait prévu de faire cette conférence, je sais plus En combien, avril. ouais, fin avril. Et bon, comme tout le monde, on a dû renoncer un petit peu à nos plans, donc il y a un petit creux à ce moment-là. Et pendant le confinement, on était un petit peu démotivés, comme beaucoup de gens, face à leur projet. Et à un moment donné, on est revenu en force et on a participé au concours Veolia. Je me souviens plus de l'intitulé. C'est quoi l'intitulé déjà, pardon? C'est. Je me souviens plus, pardon. Mais J'ai pas mes lunettes. bon, on est en petit comité. C'est par rapport à la réduction des déchets dans Zéro l'environnement. mégot, on ne négocie pas avec la nature. Ouais, ça, c'est. Ah, voilà, et donc en fait on a eu la super bonne surprise de gagner le concours. Et on était super contents parce que jusqu'ici on n'avait pas les fonds pour acheter des cendriers de poche et on aurait bien aimé en avoir. Et donc ce prix-là de 500 € nous a permis de commander 500 cendriers de poche qui sont actuellement en vente. Donc si vous voulez en acheter, adressez-vous à nous, on en a dans le tiroir. Voilà. Donc on a fait aussi, pour en parler, une petite animation qui sans la musique est beaucoup moins amusante, mais voilà. Un petit stop motion. Parce que le cendrier de poche, c'est l'alternative pratique au manque de cendrier. On l'a dans la poche, voilà, comme son nom l'indique. C'est hyper pratique à utiliser. Là, j'en ai pas sous la main, mais on appuie dessus, ça s'ouvre, on remet, on clique, hop. Ah, je fais un C'est démonstration. hyper pratique. C'est comme les cachous, je trouve, la boîte. Je vais faire la- Oui, en plus. Il m'est très utile d'ailleurs. Hop, on referme.
Voilà. 2 € pas cher. Ouais. Ah oui, alors on a choisi de faire, de faire payer ces cendriers de poche, non pas pour... Pardon ? Non, je dis, on met les Lego dedans. On a choisi de faire payer ce cendrier de poche 2 €, non pas pour se faire de l'argent ou quoi que ce soit, mais pour que ce soit vraiment un acte, un engagement d'acheter un cendrier de poche et pas de le prendre comme ça, ouais j'ai envie, c'est marrant, je connais pas, je le prends et puis je m'en servirai jamais. Non, on a voulu qu'il y ait un engagement même minime de la part de la personne pour se rendre compte que si elle le prend, elle va vraiment l'utiliser. Voilà. Et après, on a eu la seconde chance de pouvoir faire un partenariat avec le BPFC, donc le club de foot de Bergerac. Et donc Paul Faubel, qui n'est pas présent, nous a proposé de créer une étiquette qu'on collerait sur le cendrier sondage tout juste posé au stade de Corbeil, c'est ça ? Voilà. Est-ce que vous connaissez le cendrier sondage ? Tout le monde ne l'appelle pas de cette façon. Mais... Vous voyez en fait, c'est un cendrier avec 2 colonnes, avec une question extrêmement simple à laquelle tout le monde peut répondre facilement. En l'occurrence, on a choisi pour le foot, vous êtes plutôt dans les gradins ou sur le terrain. On s'est dit que sur la thématique du foot, ça pouvait servir. Donc voilà, donc les gens en fait c'est beaucoup plus ludique qu'un cendrier normal parce que le mégot sert à voter, à donner son avis sur quelque chose. Donc ça donne plus envie de le mettre dans la boîte, quoi. Voilà, donc on était très contents de pouvoir faire ça avec le BPFC en espérant que ça perdure, qu'il y ait d'autres cendriers sondages par la suite. Donc ça c'était au mois de juillet, enfin tout fin juillet. Et ensuite on est retourné à la chasse aux mégots, en plein mois d'août, le 13 août. On a décidé de le formuler non pas sous forme de ramassage parce que c'est pas très ludique non plus, mais sous forme de chasse aux mégots pour que ce soit un peu plus amusant. Il y a eu quelques personnes, je ne sais plus combien on était, une quinzaine je pense. Presque une. Et les enfants. Oui, il y avait des enfants, il y avait beaucoup d'enfants, c'était super. Là, on a à nouveau ramassé environ 2 kg de mégots en 2 heures, quelque chose comme ça aussi. Donc là, vous voyez le nombre de sacs. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je peux te montrer que tout ça, c'est des petits sacs. Ceux-là, ils faisaient combien ? 1 litre peut-être ? Ouais, les sacs d'1 litre, ils sont tous pleins. En 2 heures. Donc voilà, on était à la chasse aux mégots. Et donc, la semaine dernière, World Up Day 2020, pour boucler la boucle, on aurait bien voulu faire la conférence ce jour-là pour marquer le coup, mais c'était pas possible. Donc on a refait un ramassage. Mais cette fois, au lieu de le présenter sous forme de grande chasse aux mégots, on s'est dit, bon, il faut attirer les gens, il faut que ce soit ludique aussi. Donc on a choisi de faire un jeu concours pour que ce soit amusant. Donc les meilleurs chasseurs seront récompensés, il y avait 3 lots à gagner. Un repas pour 2 personnes au restaurant le Saint-James. Je sais plus, trois bouteilles de vin, de Château Paris et un panier de légumes frais. Voilà. Et donc là, on était quelques-uns aussi. On a encore retrouvé, comme vous voyez, beaucoup de mégots dans les boules d'égout. C'est toujours là qu'on en trouve le plus. Et on a eu la chance de passer dans le journal, à la radio, donc on était super contents de pouvoir faire un petit peu ressortir notre action. Sur le site de l'Amérique Bergerac aussi. Oui, aussi, on était vraiment très contents d'être sur le site, sur la page Facebook. Et donc voilà, donc là on a ramassé 2 kg 239 à peu près de mégots, en 2 heures aussi. Et il faut bien se dire que derrière 2 kg 239, en fait, il y a à peu près, on fait des estimations, à peu près 11 000 mégots. Ça veut dire qu'en 2 heures, avec quelques personnes, on a ramassé 11 000 mégots, ce qui équivaut à 550 paquets de 20 cigarettes. C'est énorme quand même. Hein. Alors qu'on était déjà passé dans ces rues-là en plus précédemment, en août et l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'en permanence, il y a des mégots jetés par terre, et ça fait quand même une grande quantité de mégots. Voilà. Donc pour faire le total un peu de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on a ramassé environ 5739 kg de mégots. Déjà juste comme ça. 5 kg, pardon. J'ai dit 5000 5 kg 739 kg. Voilà, ce serait vraiment énorme, pardon. Donc, j'ai même pas besoin de le dire, vous pouvez le lire, quoi. C'est énorme les chiffres. Si on commence à convertir, à estimer combien ça fait. Le nombre de litres d'eau épargnés, si on part du principe qu'un mégot pollue 500 litres d'eau.
Enfin voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de ce que ça représente tout ça. Voilà, donc bon, mais nous maintenant, il y a une sorte de... Le jour J c'est aujourd'hui, mais on a l'ambition de continuer et de faire d'autres choses par la suite. Et on a notamment candidaté au budget participatif du département, dans l'espoir de financer cette fois des cendriers sondages pour le centre-ville. Mais bon, on ne sait pas... Voilà, on ne sait pas si on aura de la chance cette fois ou pas. Et on a des petits projets secrets qui sont en train de se mettre en place derrière et qui sortiront, on l'espère, au printemps. Allez savoir. Voilà, voilà. Maintenant, je vais laisser la place à François Colevati de vous lire. Ah pardon, il y a une question. Une question, je vais faire même pour deux questions. Deux questions. La première, c'est moi je suis fumeur. Et quand j'ai pas le choix c'est pas de cendrier une fois, je jette mes Legos dans les égouts, dans les douches d'égout. Déjà, je voulais savoir si c'était positif ou pas. Mais à titre d'information, parce que je ne le sais pas maintenant, si tu me dis non, je le saurai. Et la deuxième question pour rebondir sur les petits cendriers, c'était savoir où est-ce qu'on peut les acheter. Parce que ça répondrait à ma question. Voilà, bah alors... La première question. Je peux répéter du coup ces questions un peu plus fort qu'on puisse bien entendre sur D'accord. Alors, Sofiane demande si c'est une bonne idée ou pas de jeter son mégot dans la bouche d'égout quand on n'a pas de cendrier à proximité. Et où est-ce qu'on peut trouver nos cendriers de poche qui sont en vente actuellement. Bon, évidemment, c'est pas une bonne idée de jeter son mégot dans les bouches d'égout, parce que, enfin, François vous l'expliquera mieux que moi, après ça va dans la rivière. Donc en fait, quand on n'a pas de cendrier à proximité, soit on regarde dans la poche, soit on a un cendrier de poche parce qu'on est malin et qu'on en a emporté plein, un dans chaque pantalon. Mais oui, dans les bouches d'égout, c'est pas du tout une bonne idée. Faut que j'arrête de le faire. Oui. Et pourtant, il existe des filtres de bouche d'égout. Oui, bah alors là, moi je connais pas spécialement le fonctionnement, donc j'attends que On a François vu nous dans éclate les ça. médias, ça existe. Donc, Oui, en fait, ce serait pas très on peut compliqué, je pense. recueillir. Voilà, de filtrer les bons. Ouais, moi je pensais que c'était ça, je pensais que ça allait à un moment donné, ça partait dans un filtre. Non, mais ça existe. Mais on parle de ça. Voilà, François va tout vous expliquer parce que moi je suis pas une experte des bouches d'égout. Pour les cendriers de poche, on peut les trouver au VND, au bistrot l'Ancien Temple, on peut en trouver chez John. Ouais, c'est Comment ça s'appelle? À plus glace. Merci. Puis après, vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur la page Voilà, Facebook. sur la page Facebook de la Jeune Chambre, vous pouvez nous joindre. Et Moi, je me prends toujours avec, donc voilà, on a toujours dans le sac quelques-uns. Allez, on... place à Théo. Bravo pour la présentation. Il y a François et Colevati. Oui, c'est à la suite. Vous voulez passer devant? Je vais passer le micro. Ouais, si le micro est là. Ouais, il suffit d'appuyer sur ça. Ça va pas loin si tu parlais avec le. Est-ce que le micro fonctionne par contre? Ouais, Parce que mais sur je vais le pas live, dedans. on nous indique que le son est intérim. Bon. Tu vois. Alors une petite larme quand même déjà au départ. C'est notre dernier séminaire qu'on a fait avant Covid. Alors, on l'a fait à Brive-la-Gaillarde, où on a l'ensemble de l'équipe, enfin une grosse partie de l'équipe locale, avec un peu de Toulousains aussi, et c'était sans masque. Et depuis on en a pas refait d'autres, donc voilà une petite larme. C'était juste pour démarrer. Juste deux mots, je ne vais pas trop vous embêter avec nous, juste pour nous présenter un petit peu. On est 126 collaborateurs sur le territoire. Le territoire, c'est Dordogne-Limousin, ici. Seulement 15 femmes sur les 126, c'est pas beaucoup. On a du mal à attirer les personnes féminines, notamment sur les métiers terrain. Encore que la dernière embauchée chez nous est une fille électromécanicien dans le Limousin, donc on démarre. Voilà. Mais on n'est pas très fiers du résultat pour l'instant. On est répartis, on est au plus près de l'endroit où on travaille, donc on se répartit sur tout le territoire, à peu près une trentaine de personnes sur Bergerac, on voit tous nos points d'implantation. C'est un métier local, hein, on ne peut pas le faire à distance, donc on est vraiment des gens qui vivent sur le territoire, et Eric qui est présent ici, et sur le Bergeracois, il travaille tous les jours ici. Moi je suis à Terrasson, et lui il est là tous les jours ici. Voilà, quelques données.
Et comme on vit sur le territoire, on souffre avec le territoire, on essaye aussi de participer aux animations du territoire. Alors on souffre, on voit en haut ce qui s'est passé en 2019, là c'était en Corrèze, un manque d'eau, la sécheresse, et on a citerné pour alimenter tout un syndicat. Voilà. Donc on souffre avec le territoire, mais aussi on a des belles pépites. On était le week-end dernier à Brive pour faire le rallye des pépites. Eric va vous présenter ce qui s'est passé sur Bergerac cette semaine. Et on est aussi sur Argentat avec demain, samedi, avec notre roulotte qui doit être quelque part ici, voilà. Elle est demain, elle est arrivée ce soir, elle est demain sur Argentat pour être. Il y a un trail qui se passe là-bas et on participe à cette animation. Pour compléter l'animation locale, toute la semaine, je vais laisser la parole à Eric qui a participé avec Monsieur le maire sur la semaine du développement durable à Bergerac. Alors, Joly a mis en place en partenariat avec la mairie de Bergerac et le syndicat d'Ordre Pourpre une communication sur la qualité de l'eau distribuée au robinet, en partenariat avec vos restaurateurs du Bergerac. Nombre d'entre eux ont répondu OK, et on essaye de voir pour promouvoir cette eau de qualité. Il faut savoir que l'eau distribuée au robinet, c'est le produit alimentaire le plus sécurisé. Donc il est aujourd'hui très intéressant de faire rentrer dans les mœurs, c'est intégré pour la majeure partie des gens, de faire rentrer dans les mœurs la bonne qualité de l'eau distribuée en France et notamment à Bergerac. Bergerac, on la suit, on l'exploite. C'est une eau qui est riche en minéraux. Allez capter, si vous connaissez le Bergeracois, et j'en doute pas, au fond chaude, entre Lambras et Bergerac. C'est une résurgence d'eau naturelle qui produit 400 m3/h. On en capte une partie, on en restitue au cours d'eau qui traverse le Bergeracois et qui se rejette dans la Dordogne. Cette eau-là, une fois qu'elle est captée, on la traite aux ultraviolets. Aujourd'hui, on n'en entend pas les ultraviolets, ça tue les virus, les bactéries. Et après, on lui injecte du chlore pour la sécuriser pendant son transport sur le tuyau. Quel est l'intérêt de communiquer avec la mairie et le syndicat sur cette carafe? Déjà, cette carafe, on vous rejoint justement dans votre démarche zéro mégot, c'est plutôt une carafe qui est recyclable indéfiniment. Elle est en verre, et le bouchon lui aussi est recyclable. Alors après, elle est composée de quoi? Il y a une sérigraphie avec des petits hashtags, des raccourcis voilà, pour pouvoir interroger. Elle a un flashcode aussi. Avec une application smartphone, vous pouvez flasher le flashcode. Vous tapez votre code postal et ça va vous donner la qualité de l'eau qui est dans la carafe de votre ville. Donc on a essayé de communiquer au plus près. Et qu'est-ce qu'il y a bien aussi? C'est que l'eau du robinet, parce que les gens ne se posent pas vraiment la question. Il n'y a pas de conditionnement. Il n'y a pas de transport camion. Elle arrive chez nous. Donc pour les gaz à effet de serre, et les microplastiques, le 7e continent, on contribue à limiter tous ces rejets. Et les mégots, effectivement, je vous en parlerai tout à l'heure, je sais où ils passent. Malheureusement, ils ne font que passer. Et on peut s'en acheter une bouteille comme ça? Aujourd'hui, non. Mais sinon, C'est pas non, mais commercial, c'est une aujourd'hui- démarche de communication. Mais sinon, oui. C'est une démarche de communication. Non, c'est pas un On produit. démarre avec la ville de Bergerac. Voilà, c'est des choses qu'on distribue, mais des carafes, c'est le principe de la carafe, hein, tout simplement. Ouais, c'est pas. On ne cherche pas à faire de l'argent sur le sujet, c'est vraiment communiquer sur le sujet. D'accord. Et C'est belle, la en plus. communication. Allez, sympathique. Les belles, nos anciennes étaient beaucoup plus vieillottes et les nouvelles sont plus jolies. Ouais, c'est sympa. C'est... Ça ressemble presque à de l'eau, excusez-moi, de l'eau minérale. La L'idée, qualité, c'était pour, vous savez, je ne citerai pas la marque, mais pour gazinifier l'eau. C'est un peu la même forme. Mais tout à fait, ça a été pensé, ouais. Et les bouchons sont en mégots de cigarettes. Alors, j'en parlais justement tout à l'heure avec le jeune qui a mis au point un procédé qui est très intéressant, mais pas encore. Après, ça peut peut-être matcher, hein, je sais pas. Ça pourrait peut-être matcher, mais je sais pas. Trop compliqué. En deux mots, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence à y rentrer. Le petit cycle de l'eau. Alors, vous connaissez tous le grand cycle de l'eau avec les rivières, la mer, les nuages, la pluie. On parle de petit cycle de l'eau, le cycle urbain, de distribution d'eau et de collecte des eaux usées. Donc, en fait, on emprunte l'eau, alors soit dans une rivière, soit dans une source, soit dans un forage. On la traite. La qualité de l'eau, au départ, est très importante. Plus elle est propre, plus elle est proche de la potabilité, plus cette étape-là est peu coûteuse. Voilà. Elle peut être très coûteuse ou peu coûteuse en fonction de la qualité de l'eau au départ. Ensuite, à la distribuer, vous avez des réservoirs. Ça sert à maintenir la pression et à la fois à faire une réserve en cas de panne d'électricité, en cas de défaillance, de pollution qui pourrait passer sur la ressource en eau. Ce réservoir-là distribue toute
toute une série de canalisations qui distribuent les habitations. Et vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau potable qui arrive à votre robinet, je ne reviens pas trop dessus, un traitement, des analyses en continu, des analyses ponctuelles par l'ARS, par nous, pour s'assurer de la qualité de l'eau. Vraiment un produit qui est ultra surveillé. Derrière ça, vous avez vos sanitaires, vous utilisez l'eau, vous la buvez, les industries utilisent l'eau aussi, la rejettent, et on collecte tout ça à travers les réseaux de la ville pour l'amener vers une station d'épuration. Donc Bergerac est équipé d'une station d'épuration. Et là, on va traiter l'eau aussi avant le rejet à la rivière. Alors, on ne traite pas tout à fait de la même façon, on ne traite pas de l'eau potable avec une station d'épuration. On la traite 98-99%. Elle n'est pas désinfectée, ou ici elle est désinfectée qu'une partie de l'année. C'est une spécificité pour Bergerac. Voilà, on la rend acceptable par le milieu naturel. L'idée, c'est ça, c'est de la rendre acceptable par le milieu naturel, sachant que la rivière continue à faire son effet derrière et à continuer à traiter, à diluer le reste. Souvent, ces étapes se succèdent. Vous partez de la montagne, vous arrivez jusqu'à la mer. Donc, il est important que ce rejet-là soit correct, soit acceptable par la rivière, parce que derrière, vous avez des villes voisines qui vont se resservir de cette eau-là. Ce qui est compliqué, c'est toutes les personnes ou les entreprises, voire même des établissements qui ne sont pas reliés à la station d'épuration. Et qui se rejettent directement dans la Dordogne. Moi j'habite au bord de la Dordogne, il y a 2 endroits, je pense que je vais les plastifier pour le coup. Comme ça, au moins il y aura des travaux, parce que c'est inadmissible ce qu'on voit qui est rejeté. C'est absolument inadmissible. Alors tout le monde a des obligations. Normalement. Là, c'est ce que l'on fait de ces obligations-là. On est d'accord. Il faut m'en faire part. Oh, mais ça y est, c'est fait, mon pauvre. Il faut y aller alors. Il peut y aller. Tu peux même venir dans cette Juste, Je suis pas tout d'écorce. Alors, juste un petit complément, je vais essayer de pas être trop long. Les collectivités ont obligation de collecter des eaux et de traiter les eaux ce qu'on appelle domestiques, donc des abonnés courants. Il n'y a aucune obligation vis-à-vis des industriels. Voilà. Alors, on en collecte beaucoup quand même, parce que c'est quand même la solution de facilité, et quand le réseau et la station est prévu pour, c'est quand même une solution de facilité. Mais il peut arriver que certains industriels aient des produits qui sont incompatibles avec soit les réseaux, soit avec la station d'épuration. Et dans ces cas-là, la collectivité n'est pas obligée de les recevoir et de les traiter, c'est l'industriel qui doit faire le travail en amont. Je parlais de privé, de ménager. Ouais, mais c'est un bien commun, donc quand les collectivités peuvent le faire, elles le font. Mais des fois, c'est trop compliqué, ou on demande un pré-traitement à un industriel parce que c'est trop compliqué derrière. C'est pas des industries. Quand c'est des Ce sont particuliers, que des particuliers, des maisons. Eh bien, on va y venir, justement. 3 gros systèmes, 3 solutions possibles pour les eaux usées. Le premier, vous le connaissez, c'est l'assainissement non collectif. L'assainissement individuel, vous connaissez peut-être sous ce nom-là. C'est valable pour la campagne, essentiellement. Quand on est loin des réseaux, ça coûte beaucoup moins cher. L'investissement est fait par les particuliers. C'est un circuit fermé. Donc l'avantage, c'est que c'est moins coûteux. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile d'aller chez les gens. C'est plus difficile de faire les travaux quand c'est pas conforme. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est la solution qui est quand même assez bien adaptée pour tout ce qui est rural et espacé. Pour tout ce qui est urbain, 2 solutions existent. On appelle le réseau unitaire, c'est plutôt quelque chose qui est un peu plus vieux. On mettait qu'un seul tuyau sous la chaussée et on collectait tout. Les eaux de pluie, les eaux usées, et on essayait d'amener tout ça à la station. Ces réseaux-là sont équipés de déversoirs d'orage, donc c'est-à-dire que dès qu'il pleuvait, on avait un rejet qui était au milieu naturel, avec à la fois des eaux pluviales et des eaux usées dedans, forcément, parce que c'est tout mélangé. Ce système-là est un peu moins développé aujourd'hui que le suivant. Le suivant, c'est ce qu'on appelle les réseaux séparatifs. C'est ce que l'on a essentiellement sur Bergerac, constitué essentiellement comme ça, avec un réseau pluvial qui est d'un côté séparé. Donc vous allez trouver sous la chaussée 2 tuyaux, un réseau pluvial, où on prend l'eau de pluie, et cette eau de pluie, et c'est les avaloirs dont on parlait tout à l'heure, on va y revenir tout à l'heure, ces eaux de pluie vont à la rivière. Par contre, aucun traitement. Alors, commence à mettre quelques bassins d'orage sur ces eaux-là avec des débuts de traitement, mais pour l'instant, c'est pas la majorité des cas. On en trouve, mais pas partout. Et le réseau usé qui, lui, va à la station d'épuration.
Donc ça, c'est le cas de Bergerac. J'ai mis quelques chiffres à côté, mais c'est vraiment comme ça qu'est structuré le réseau de Bergerac. Et donc, une bonne organisation commence par un tri à la maison. Un bon tri à la maison, c'est très important, notamment quand on a des réseaux séparés. Il faut bien que les eaux de pluie, donc les gouttières, les gouttières ou les avaloirs de chaussée, aillent bien dans le réseau pluvial, qui est dimensionné pour recevoir ces eaux-là. Et le réseau eau usée est dimensionné que pour recevoir des eaux usées. La douche, les sanitaires, tout ce qui est évier, tout ce qui est usage de l'eau. Alors pourquoi c'est important ce tri-là? Parce que ces tuyaux-là sont d'un diamètre relativement faible. Pour pouvoir faire passer l'écoulement, il faut qu'il y ait du débit à l'intérieur, de la vitesse à l'intérieur. Donc les tuyaux sont petits. Et si vous mettez les eaux pluviales dedans, et ben ça déborde. Et ça passe plus. Voilà. Donc ce tri-là, il est très important, il est très compliqué, et c'est un des soucis majeurs des réseaux en France, parce qu'il y a beaucoup de gouttières qui sont raccordées là-dessus, ce qui pose beaucoup de soucis, à Bergerac comme ailleurs. Et surtout, le dernier élément, tout ce qui est solide doit rester solide. Ça ne sert à rien de diluer quelque chose pour après avoir à ressortir de l'eau. Tout ce qui est solide doit rester solide. C'est les poubelles de tri sélectif. Les mégots ne doivent pas aller dans les toilettes. Ils doivent aller directement dans la poubelle. Parce que ce n'est pas la peine de dissoudre quelque chose, de mettre des polluants, on en avait parlé très bien tout à l'heure, de 1500 polluants qu'on va mettre dans l'eau, qu'on va rejeter à la rivière. Et ça va être compliqué à ressortir derrière. Hein? Je vous rappelle que les rivières servent à faire de l'eau potable dans pas mal d'endroits. Donc plus elle est propre, moins elle est polluée. Et tous ces produits-là sont très difficiles à enlever. On sait faire, hein, moi, un industriel. Je suis super content quand c'est compliqué, hein, parce qu'on fait des grosses usines, c'est très cher. Et puis on vend très cher. Mais je pense que c'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire. Donc ça, c'est très important, c'est le début du circuit. Mais c'est là où tout se passe, quoi. Là, je vais repasser la main à Eric, qui connaît très bien ce schéma-là. On retrouve la ville de Bergerac. Donc vous avez la rive droite, la rive gauche. Toutes les petites hélices là, ce sont les postes de relevage. En fait, le profil en long du réseau de Bergerac, le tuyau d'en haut, il va pas en bas comme ça. Il y a le profil du terrain. Et de temps en temps, il faut prendre l'eau sale, la pomper et la renvoyer au point plus haut pour qu'elle reparte gravitairement à un autre poste, en cascade, jusqu'à la station d'épuration qui est au barrage. Vous voyez où c'est? Tout à fait. Voilà. Station d'épuration, et François en a parlé tout à l'heure, qui a une spécificité, c'est que vous avez aussi, alors on est très UV à Bergerac, une désinfection UV sur l'eau traitée de la station d'épuration. Il y a un arrêté qui nous demande à respecter une qualité d'eau. C'est dans un projet d'aménager, d'avoir la qualité d'eau de baignade du mois de juin à mi-septembre, de mettre en marche les UV pour réduire tout ce qui pouvait être germes pathogènes, on va dire. Et pourquoi vous voyez des petits traits rouges et des petits traits verts différents? Alors, oui. Alors les petits traits rouges, ce sont les tuyaux où passe l'assainissement. D'accord. Les traits verts sont les tuyaux où passe l'eau pluviale. Comme vous le disait François, on voit qu'il y a quand même quasiment autant de rouge que de vert. C'est-à-dire que sur Bergerac, on est bien en séparatif. On a réussi à séparer l'eau de pluie de l'eau usée. Donc l'impact derrière sur la station, on n'a pas de gros volume qui risque d'être bipassé. Ça, c'est une réalisation qu'on a faite en 2018. C'est Quai Salvette, juste après le port. On a donc fait une intégration paysagère avec l'aide d'un local de l'État, hein, qui a fait du très très bon boulot. Ce poste-là a remplacé l'ancien poste qui était un peu plus haut, rue de l'Intendance derrière. On l'a dimensionné parce que notre souci premier aussi, c'est comme vous, hein, c'est limiter les rejets directs en Dordogne. Et quand le port a été réaménagé, il y avait, alors pour ceux qui regardaient un peu la qualité de l'eau à la Dordogne au niveau du port, il y avait des rejets directs en Dordogne. Parce que le tuyau, il était un peu trop petit. Il y en a encore, oui, il y en a encore. Mais celui-ci, il était quand même d'importance. C'est pour ça qu'on a repris notre petit schéma rouge et vert, on fait tourner des modèles hydrauliques, c'est un peu complexe, bon bref, et on a dimensionné un nouveau poste, une nouvelle réalisation, où là, on peut aujourd'hui faire transiter par pompe 200 mètres cubes. Il faut savoir qu'il arrive à la station d'épuration entre 4000 et 4500 mètres cubes jour, et on produit entre 5005 et 6000 mètres cubes d'eau potable jour. Le reste, il passe. Il y a de l'irrigation, il y a de l'arrosage, il y a de l'évaporation, bref, tout ça. Donc le delta entre les 4005 et les 6000, c'est ça. Et ceux qui boivent l'eau du robinet. Et ceux qui boivent l'eau du robinet.
Alors là, voilà, ce que l'on a comme support pour travailler tous les jours, hein, les équipes de terrain, on a un recollement sur SIG, donc c'est sur le fond de plan, vous avez les couches, toutes les différentes couches des opérateurs, les réseaux humides, les réseaux secs. Donc là, on a notre couche qui vient s'intégrer sur les couches communes, où là, on voit encore le rouge, le vert, les tampons sont en cours, hein, il en manque encore sur tout ce qu'on a vu, numérotés, identifiés et cotés, avec leur profondeur, pour vraiment avoir un vrai modèle hydraulique. Et le poste que l'on a fait tout à l'heure, il était calé sur le modèle hydraulique que la ville de Bergerac avait déjà commencé à mettre en place sur le diagnostic de l'assainissement. Un diag assainissement, c'est dire, le tuyau, il n'est pas tout seul, je regarde ce qui se passe dedans. Alors, il y a des capteurs, il y a tout un tas de trucs, et ça nous aide à connaître et à évaluer les volumes transités par tronçon. Pour trouver votre couleur rouge et verte. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur ces rues-là, hein, dans la rue qu'on voit là, c'est la rue Bourbaro, là, à Bergerac, on a deux tuyaux. Un petit, le 200 qui récupère en rouge, qui récupère les eaux usées, et le plus gros qui est au centre, avec la baignoire qui est, on va en parler juste après, qui est au centre, voilà, qui récupère tout ce qui est eau pluviale, notamment l'eau de la chaussée qui coule, va dans la baignoire du centre et ensuite est collectée et va jusqu'à l'arrivée. Des équipes donc 24 sur 24, 7 jours sur 7, hein, à Bergerac, avec des moyens matériels, humains, pour assurer le libre écoulement des effluents, parce que de toute façon, on le voit vite, hein, quand c'est bouché, ça parle. Hein, vous savez, le téléphone il marche très bien. Donc nous, ce qu'on fait, c'est du préventif, avec des campagnes de curage, et nos équipes hydrocureurs basées à Bergerac. Alors on y vient. Enfin, nous y voilà. Donc à gauche, ce que l'on trouve aujourd'hui, donc les grilles à valoir, je vous rappelle le schéma de tout à l'heure sur Bergerac, pour répondre à votre question de tout à l'heure. La grille à valoir, c'est ce type de grilles qui sont assez classiques. Un trou, ça va dans le tuyau va à la rivière. Voilà. C'est ce que l'on a sur Bergerac. Donc quand je jette mon mégot, Oui, Vous le jetez à la rivière. je le jette, c'est comme si je le jetais directement dans la rivière. Ouais. c'est ça. Alors, Ah, pas d'accord. tout à fait, parce que quand même il y a des entretiens qui sont faits sur ces avaloirs. D'accord. La ville de Bergerac les entretient de façon une fois par an. C'est une fois par an. Il n'y a pas de filtre, comme disait Michel. Non. Moi, je pensais qu'il y avait un filtre, qu'à un moment donné, Non. ça partait à droite. Des Non, il y a des équipements. petites cuves de rétention dessus, Donc, mais c'est clairement, c'est comme si je le jetais dans la Oui. rivière. Ah ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des villes qui, sur les grilles, ont écrit une petite phrase comme ça. Il y a de la Vous communication. l'avez en haut à droite. Voilà. Merci. Quelques innovations qui se Des font. équipements. Alors, innovation au sens là. Alors, ici commence la mer, c'est ça. Voilà, ici commence la mer. Alors, j'ai mis celui-ci, mais il y a plein d'exemples différents. On commence à avoir de la communication des collectivités qui se font sur les avaloirs, justement, pour informer les gens. Oui. Quand vous dites que ça passe dans des tuyaux, c'est pas les égouts. C'est les égouts, vous appelez les tuyaux. Si, c'est les égouts, c'est ce que vous appelez couramment les égouts. Voilà. C'est ce que vous voyez là, c'est ce que vous appelez les égouts. D'accord. Voilà. Si ce n'est qu'il y a deux tuyaux différents. Dans Ah, Bergerac. pour moi, un tuyau, c'est un égout en fait. C'est Ouais. pas le fil, quoi, les égouts. Ouais, c'est ça. Si ce n'est que Bergerac n'est pas Paris, donc on n'y va pas à pied à l'intérieur. Mais parce que vous voyez souvent les égouts à Paris avec les gens qui rentrent, les gens qui rentrent à l'intérieur. Ouais, la taille de ville est encore un petit peu plus petite, mais bientôt. Je vous le Il y a quand même souhaite. il y a quand même un ovoïde, il y a quand même un ovoïde, il y a quand même un ovoïde, c'est 1 mètre de haut au niveau de la voie ferrée du boulevard Chanzy. Hein. Quand vous passez sous la voie ferrée du boulevard Chanzy, il y a un ovoïde qui fait 1 mètre 20 d'eau. Ça avait été bâti, on a des images de l'époque où c'était construit. Bon, il n'est pas long, hein, mais il y en a à Valès. Mais oui, c'est ça, quoi. Ce sont les égouts. C'est pour ça, à Paris, quand tu jettes un égout, il y a le mec qui t'engueule. En fait, il sort la tête, il sort du sol, et puis. Le mec, il a encore bing, c'est pour ça. Voilà, donc ça, on commence à en voir beaucoup, ces communications-là. Là. Ici commence la mer, ici commence la rivière. Parce que justement, les gens ne savent pas ça. Et alors, c'est faute à tout le monde. Hein. Nous, en premier, on n'a certainement pas communiqué suffisamment sur le sujet. Mais effectivement, on commence à trouver ça. Notre innovation qui est un peu plus récente, qui je crois, est un brevet Veolia aujourd'hui, mais il doit y avoir d'autres systèmes. Alors, on essaie de recycler l'eau le plus possible maintenant. C'est ce qu'on appelle les avaloirs dépolluants, qui sont associés à des rétentions d'eau derrière. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des filtres dessus, c'est-à-dire qu'on évite d'envoyer l'eau polluée directement à la rivière. Et on peut même faire un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des rétentions d'eau qui peuvent servir au lavage de voirie, qui peuvent servir à autre chose derrière. Et donc ça commence à être des choses intéressantes parce qu'on peut les mettre un peu partout et donc au plus proche de l'usage. Voilà.
un petit peu coûteux, par contre c'est plus cher qu'un avaloir classique, forcément. Et en termes d'entretien, c'est pas forcément beaucoup plus, c'est 1 fois par an ou 2 fois par an, il faut quand même venir avec le camion hydrocureur pour nettoyer les sur l'agent, on passe sur une vraie station de traitement. On va pas traiter les micro-polluants non plus, hein, qui sont dedans, mais on va enlever tout ce qui est grosse matière. Voilà. Mais c'est suffisant pour faire de l'arrosage derrière, pour faire remplir un camion qui fait de l'arrosage derrière. Lavage de voirie. On peut imaginer qu'un jour, même le privé pourra être équipé comme ça, parce que moi, ça m'ennuie un peu hein, d'utiliser de la super flotte pour arroser, pour les. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de. Vous allez dans tous les supermarchés de bricolage, vous trouvez des citernes de. Ah oui, non, mais ça c'est bon. Mais après, je pensais à l'intérieur de la maison. Ah, on a toujours l'habitation besoin individuelle. d'eau potable Alors, pour oui. l'utilisation. Voilà. Alors, ça existe. Alors, Ouais. nous, on a très peur de ça. Je vais vous expliquer Ah bon. pourquoi. Ouais. Alors, non, ça existe et c'est très bien sur le principe. Ouais. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'il y ait une communication entre les deux réseaux. Et à partir du moment où on est chez les particuliers, on n'a aucun moyen de vérifier. Et il ne faudrait surtout pas que cette eau-là puisse revenir, c'est pas de l'eau potable, puisse revenir dans le réseau d'eau potable. Et que les gens boivent, Voilà. etc. Nous, on a peur de ça. Alors, on est un peu frileux en tant qu'entreprise sur le sujet parce qu'on ne maîtrise rien de ce qui se passe chez les gens. Donc, voilà, on a cette peur-là. Sinon, l'usage est très bien pour les toilettes, par exemple, effectivement. Voilà, c'est l'usage, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de communication. Il ne faut pas qu'il y ait un tuyau d'eau potable qui vienne alimenter vos toilettes. Voilà. Mais sinon, ça existerait. Ah oui, ça existe, hein, mais il y a des gens qui le font. Hein. Mais dans les Avec le constructions prix, patronales, est-ce que c'est plus facile quand c'est neuf Moi, de faire ça? j'arrose mon jardin avec l'eau. Ouais. Donc, Ouvrier, quand même. On est peut-être un peu long. Non. oui, c'est ouais. Ouais. Donc on y va vite alors du coup. Mais voilà, donc les innovations. Donc nous voilà, le tout à l'égout, une fausse idée, une fausse bonne idée. Alors c'était une bonne idée du départ, mais en fait ça devient une mauvaise idée. C'est que les gens jettent n'importe quoi dans les égouts, on parle des mégots, mais pas que. Il y a les lingettes, les masques aujourd'hui, hein, on va retrouver. Voilà, les gens le jettent par terre. À quel moment on s'autorise à jeter par terre chez soi? On ne jette pas par terre chez soi. Donc voilà. Alors les lingettes, nous ça va. Ces photos de lingettes hein, que vous avez sur le côté, ce qu'on retrouve nous dans les égouts. Les mégots sont trop petits, alors ils passent à travers tout eux. Hein. Mais y compris sur la station d'épuration, ils vont passer à travers tout, parce que c'est tout petit. Et puis la graisse qui bouche les artères, mais pas que. Voilà. C'est nos fléaux sur les réseaux d'assainissement, ils sont là. Donc, Faut mettre le 1. ouais, alors, on s'est loupé. Désolé, on s'est loupé. On voit la photo, alors. On s'est loupé. Donc là, on revient un peu sur les mêmes thèmes. Hein, de jeter au bon endroit, pas dans les toilettes, les mégots, pas dans les toilettes. Non, mais vous, ouais. Mais oui, Ouais, d'accord. on en est là. Ouais. Et pas, c'est pas une poubelle. Ce qui est sec doit rester sec. Ça sert à rien de le rediluer. Voilà. Je passe un peu vite. Il y a un peu de questions. Et puis on arrive à la station d'épuration de Bergerac. Donc la voici. Alors je mets un traitement biologique. C'est un traitement biologique. C'est des bactéries, tout ça. Alors le seul truc qui n'est pas trop écolo là-dedans, c'est que ça consomme quand même beaucoup d'énergie. On n'a pas trouvé encore, il y a des systèmes qui existent aujourd'hui, on produit l'énergie sur les stations d'épuration, des choses un peu plus récentes que ça, des villes un peu plus grosses que ça aussi. Mais ça reste du biologique, hein. On utilise très peu de produits chimiques sur une station comme ça, et c'est une mise en culture de bactéries, on utilise les bactéries pour traiter l'eau. Alors ça marche très bien pour l'urbain, ça marche très bien pour une bonne partie de l'activité industrielle, en gros, mais pour certaines ça ne marche pas du tout. Donc il y a certaines industries qu'on ne peut pas recevoir sur ce type de station, dès qu'on est sur des toxiques très importants, de l'arsenic ou des produits comme du chrome, des choses comme ça, c'est pas du tout compatible. Il faut savoir que les boues partent en compostage, donc en épandage agricole derrière aussi, donc il faut se méfier de ça. C'est très contrôlé, c'est très mesuré, tout ça. On a plus de 100 analyses par an hein, sur une station d'épuration comme ça, et plus les analyses sur les boues. Mais si tout ça, on veut faire du biologique derrière, on est obligé de trier un tout petit peu en amont. Voilà. 98% de rendement en moyen, mais c'est pas désinfecté derrière, c'est pas de l'eau potable. Une petite conclusion qui fait rêver. Voilà. On veut éviter ce qu'il y a à gauche, pour bien profiter de notre belle Dordogne qui est à droite. Il y a une fuite en haut. Ouais, il y a une grosse fuite, la canalisation qui traverse la ville de Bergerac, il va falloir faire quelque chose, monsieur le maire, parce que là on a un problème. Mais
Mais sinon, voilà. Et les mégots, on va les retrouver dans l'image de 2. Hein. C'est ça. Hein. Je n'ai pas trouvé avec les mégots. Sinon, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve là. Même si à Dordogne, il y a un idéal plus propre. Oui, mais les collectivités ont investi, et l'agence de l'eau a participé à ça aussi par financement, on a investi beaucoup sur les stations d'épuration et ils commencent à investir beaucoup sur les réseaux. Voilà. C'est le deuxième sujet, c'est les réseaux pour éviter tout ce qui est déversement avant la station d'épuration. La première démarche c'était d'amener vraiment les effluents le plus possible à la station et bien traiter la station et maintenant aussi on travaille sur les réseaux. Le tuyau là, qui est la photo d'en bas, c'est le bout de égouts en fait. Ouais, vu la couleur, c'est certainement un réseau d'eau usée ou un réseau pluvial avec des raccordements. Il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille qui est... Non. Mais, parce que moi je pensais justement qu'il y avait une grille, c'est pour ça que c'est par exemple du canal qui passe dans les égouts. Je pensais qu'à un moment donné, avant d'arriver dans la chantier. Non, on a bien ça, il n'y a pas de grille, et s'il y avait une grille, ce serait très compliqué d'intervenir à cet endroit-là. Il faut y aller en bateau. Sur la question de Sofiane, c'est-à-dire que ça là, ça vient de quoi? C'est d'une bouche d'égout? Là alors cette image-là, je ne la connais pas directement. Mais soit c'est un réseau pluvial qui a des eaux usées qui sont raccordées dessus, donc un mauvais raccordement que vous pouvez trouver au début dans le petit schéma sur la maison. C'est-à-dire si vous êtes mal raccordé, vous mettez vos eaux usées dans le réseau d'eau pluviale, forcément ça fait ça. Ça en trouve beaucoup. Voilà. Ce genre de choses. Ça peut être aussi un déversoir d'orage, c'est-à-dire qu'il pleut beaucoup, c'est mal séparé au départ, et puis du coup ça déborde. Donc ça déborde, ça fait ça. D'accord. Voilà. Et tout ce qui va aux égouts, c'est traité en station d'épuration ou pas? Alors tout ce qui est réseau eau usée va bien à la station d'épuration, sauf quand il y a trop d'eau qui arrive dedans, forcément on est obligé d'en enlever un petit peu à un moment donné, mais tout ce qui est eau usée va bien à la station d'épuration. Parce que vous faisiez le distinguo entre eau potable et non potable. Alors l'eau potable c'est complètement séparé. Là on est vraiment sur les eaux usées. L'eau potable c'est un circuit qui est complètement séparé jusqu'à votre robinet. On est vraiment sur deux sujets qui sont... Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion entre les deux. On n'en veut pas, et d'où la réponse que je vous ai faite tout à l'heure sur ceux qui essayent de récupérer les eaux pluviales pour aller commencer à aller dans les sanitaires, mais attention, restez aux sanitaires et pas ailleurs. Oui, mais, excusez-moi, donc malgré tout, les polluants routiers, les hydrocarbures, tout ce qui est, vont directement à la Dordogne, en fait. Alors là, oui, parce que... Par les La majeure partie, effectivement, des aires de stationnement, des grands parkings, sont équipés de débourbeurs, de désuileurs. Ce sont des ouvrages qui sont similaires au pluvial qu'on a vu, avec le petit montage qu'il y a dedans, là, la mêlère et tout. Mais là, c'est raccordé au pluvial. Tout ce qui est surface imperméable, ça va au pluvial. C'est pas tout à l'heure. Une fuite de gasoil sur la route, ça va. À défaut d'entretien d'un séparateur hydrocarbures ou d'un débourbeur sur une grande surface imperméable, quand il déborde, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Oui, donc voilà, c'est ça. Un camion de gazole qui se déverse sur la route, il pleut, l'accident peut toujours arriver. Après, l'exploitation de tous les jours, c'est autre chose. Quand on est propriétaire d'une installation, on la maintient. Alors les autres aires d'autoroute, on dirait attention. Oui, non mais... Je pense savoir. Les aires d'autoroute, on dirait attention. Oui, je voulais poser une petite question. Vous parlez de la qualité de l'eau qu'on boit. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai un distributeur d'eau qui permet à mon chat de boire quand il veut, et je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait une espèce de couche verte, un peu comme des algues. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout désinfecté. Maintenant, je lui donne de l'eau minérale et je n'ai plus ce phénomène. Donc, je voulais savoir pourquoi. Je ne suis pas contre l'eau, je ne suis pas du tout. Mais j'ai constaté, tout simplement. Un peu compliqué à répondre là sur le coup. Le temps de stockage, où est-ce que c'est conditionné, dans quelles conditions? Alors, voilà, on va pas... Je veux dire, c'est un distributeur d'eau. Voilà. Oui, mais je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets de l'eau du robinet, au bout d'un certain temps, j'ai des espèces d'algues vertes. Depuis que je mets de l'eau minérale, je n'ai plus ce phénomène. Voilà, donc je me pose simplement la question. Alors, c'est un peu compliqué.
Non, j'aurais un peu de mal à vous répondre directement. Mais ce qui est sûr, c'est que de l'eau, c'est une matière qui est vivante quelque part. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui est inerte. C'est pas du 100% pur non plus. Hein, il y a des minéraux à l'intérieur. Nous, on la désinfecte, on la transporte derrière, on vous l'amène. C'est buvable, il ne faut pas stocker de l'eau sur de la longue durée, il faut nettoyer, c'est comme une carafe, ça se nettoie. Oui, non, mais Après, vous expliquez votre phénomène là comme ça. Il suffit qu'il y ait un petit peu de prise d'air, vous avez une oxydation, après c'est technique, mais voilà, il faut avoir un peu de matériel. Mais par contre, quand on a une eau, on dit dure parce qu'il y a du calcaire. Oui. Est-ce que là, bon, je pense qu'à Bergerac, c'est un phénomène qui est récurrent. Elle est quand même avec un taux de calcaire qui est relativement important. Important, mais pas au point de saturer les installations. Oui, de saturer les installations, non, mais pour un consommateur lambda, ça rend quand même compte. Oui, si vous faites bouillir de l'eau, vous allez voir la petite trace blanche. Non, c'est pas ça, mais il y a toujours dans des verres, vous avez facilement des pots autour des. Ça nous tue pas, ça. Pas dire que ça nous tuer, mais je pose une question. Ah, voilà. C'est même peut-être mieux que des eaux qui peuvent être captées en dehors de la Dordogne, du secteur que je connais très bien, où j'étais élevé, où là c'est plus granitique. C'est pas la même On nous demande de couper, on pourra peut-être discuter après si vous voulez plus directement, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler derrière. Voilà, juste une petite chose, je voulais profiter d'aujourd'hui pour remettre, voilà, vous avez participé à un concours entre les JICE France et puis Veolia. Voilà, ils ont eu un diplôme, on en parlait tout à l'heure, donc je voulais en profiter pour le remettre aujourd'hui. Très belle initiative. Merci. C'est pour l'équipe, C'est sponsorisé par Cristalline c'est pas nous ça, c'est pas nous. Bravo. Et Pardon. Donc, merci beaucoup. Effectivement, la Chambre économique de Bergerac avait répondu à un appel à projet qui avait été émis par Veolia, qui est partenaire national de la Jeune Chambre économique française. Et donc, leur action, l'action de la commission On ne négocie pas avec la nature, a été retenue parmi un panel d'actions menées par d'autres villes. Donc, en tant que président, moi, je suis très fier que l'équipe ait été récompensée. Donc, je vous remercie pour le travail et Veolia pour votre confiance et votre reconnaissance. C'est vous qui avez fait merci à le vous. boulot. On va parler des deux, je vais laisser la parole. il a pour ça. Là, il va falloir. Ouais, nickel, je vais le faire. Bon, merci pour l'invitation et le temps de parole. Et vraiment, je voulais commencer par vous féliciter rien que par les termes que vous avez employés dans la présentation, parce que c'est exactement ça, les chiffres étaient bons, les termes étaient bons, et le message que moi je porte tous les jours quand je travaille à Ecomego est exactement le même que vous avez porté sur vos actions. Donc je vais vraiment prendre la suite, et je ne vais pas raconter la même histoire, mais différemment, je vais vraiment aller dans votre sens. Les chiffres qu'on a, c'est les mêmes. Ecomego, nous, voilà. Pourquoi on a créé ce projet-là il y a 4 ans à Bordeaux? C'est parce qu'on avait ce constat en tête et on était persuadé que personne encore, en tout cas pas beaucoup de monde, n'était au courant de tout ça. Que le mégot était du plastique, qui était composé de 2500 composants chimiques et toxiques. Tous ces chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, on était peu à le savoir. Donc on s'est dit, nous, en ayant connaissance de ça, il faut qu'on agisse. Comment on agit? C'est en développant une solution. Donc on a créé en juillet 2016 une association de préfiguration où on s'est donné 3 ans pour tester un modèle économique, ensuite basculer au format entreprise. L'entreprise, elle nous permettait aussi de faire une levée de fonds à la suite de tout ça pour accompagner la croissance qu'on avait. Donc on a créé en mars 2019 l'entreprise qu'on a dotée d'un agrément ESUS. Un agrément ESUS, ça veut dire qu'on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. On garde les mêmes valeurs qu'une association, simplement on est une entreprise, donc on ne vit plus de subventions, on est rémunéré par notre travail. On est aussi signataire de la charte de la diversité, c'est un petit plus, on en est aussi assez fiers. Et l'ambition du projet, elle a toujours été le même, c'est de proposer une alternative au jet de mégots par terre, avec pour ambition donc, de préserver le milieu naturel des mégots de cigarettes et créer de l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées.
On s'est dit qu'on allait aller sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles solutions, donc autant embarquer avec nous des personnes qui sont de base éloignées de l'emploi pour faire ces choses-là. La solution, vous l'avez là, elle est assez simple, c'est d'abord de la sensibilisation. C'est vraiment le démarrage de notre action et c'est la phase la plus importante parce que si on fait des choses sans l'expliquer, derrière on a des résultats qui sont sympas la première semaine, le premier mois, éventuellement la première année, mais derrière on perd un peu le sens de ce qu'on fait, donc on a besoin de sensibiliser et pour ça on a plein d'outils. On a des kits de sensibilisation, des affiches, nous c'est ce qu'on propose à toutes les collectivités, les entreprises et les événements avec qui on travaille. On leur met à disposition différentes affiches, donc des affiches qui reprennent l'impact, des chiffres sur l'impact du mégot de cigarette sur notre environnement, des chiffres, des affiches un peu plus sympas sur le lien entre le mégot et l'océan et aussi le lien direct qu'il y a entre une bouche d'égout et notre assiette. Si je mets mon mégot demain dans une bouche d'égout, il va aller dans les océans, le plastique va se réduire en microplastique, va être ingéré par les poissons et les poissons vont finir dans nos assiettes. Donc voilà, la boucle elle est aussi simple que ça, donc d'autres affiches qui vont un peu plus sur ce terrain-là. Des nudges, comment faire en sorte que les gens se rapprochent naturellement d'un cendrier, qu'ils ne voient pas forcément ça comme une poubelle, mais vraiment comme un endroit où on va aller avoir une question, donc cendrier ludique, des choses un peu plus sympas. Des sensibilisations de terrain, ça c'est vraiment la sensibilisation qu'il faut faire, c'est d'aller discuter avec les gens, leur expliquer l'impact du mégot, donc on répète les chiffres, on leur explique ce qu'on peut faire avec les mégots de cigarette, et je vais vous le présenter tout à l'heure, où est-ce qu'ils retrouvent les points de collecte, quel est leur rôle dans tout ça. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, quand nous on parle en tout cas avec le mégot, c'est d'aller voir que les fumeurs. Il n'y a pas que les fumeurs qui sont concernés par ça parce qu'on parle de civisme. Donc à quelqu'un à qui on va expliquer qu'il ne faut pas jeter son mégot, derrière c'est la même chose pour la canette, pour le papier de plus, pour le mouchoir, pour le masque maintenant. Donc voilà, c'est pourquoi il ne faut pas jeter par terre, pourquoi on est responsable de la propreté de notre ville. Et ce qu'on répète à chaque fois, c'est qu'une ville qui est propre, c'est pas une ville qu'on nettoie, c'est une ville qu'on ne salit pas. Nettoyer, ça coûte cher, alors que ne pas salir, c'est simplement un petit geste du quotidien qu'on fait tous chez soi et qu'on demande à ne pas faire sur la voie publique. Donc ces sensibilisations, ça va ça, d'aller parler avec les gens et pour ce qui nous concerne, c'est que les non-fumeurs captent le message qu'on porte et après puissent aller voir leur cousin, le tonton, la tata et dire voilà, le mégot il pollue 500 litres d'eau, si tu vas à la dune du Pilat le week-end prochain, il ne met pas dans le sable, garde-le avec toi puis il met dans une poubelle ou dans un cendrier. Et après on participe aussi à des événements de collecte. Ça c'était un événement qu'on avait fait quartier Bastille à Bordeaux il y a 3 ans, en 2 heures de temps avec 50 citoyens, on avait ramassé plus de 50 000 mégots que j'ai dans la grosse poche là-bas. Ensuite, ce qu'on propose, c'est comment on sensibilise. Après, on propose des moyens de collecter ces mégots de cigarettes. Plus que d'acheter des cendriers qui sont faits à l'autre bout de la terre, on a voulu créer nos cendriers en prenant en compte certaines problématiques que les cendriers qui existent déjà présentent et apporter donc nos solutions. Donc on fait fabriquer des cendriers à côté de Bordeaux, à 20 km de Bordeaux, qui se présentent comme ça, donc qui résistent à plein de choses. Ils sont destinés à être sur la voie publique, donc à être un petit peu chahutés par la pluie, les orages, les incivilités, le marqueur, etc. Donc tout ce qu'on peut avoir sur le mobilier urbain. Et on propose aux collectivités ou aux entreprises de les personnaliser. Pour Michelin à Clermont, ils ont souhaité mettre leur code couleur, leur logo. Donc on met Michelin s'engage avec Ecomégo. C'est toujours plus parlant pour un citoyen ou pour un salarié de voir que c'est sa ville ou son entreprise qui s'engage avec un spécialiste du traitement des mégots, plutôt que nous-mêmes si on vient mettre ça ou que l'entreprise. On montre un partenariat pour dire qu'on travaille ensemble. Donc il y a des versions sur platine et des versions murales. Ils sont fabriqués en France, ils sont éco-conçus. On a essayé d'utiliser le moins de matière possible pour ces cendriers pour essayer d'avoir un maximum de cohérence tout au long de notre projet, toutes les étapes qu'on a dans ce projet Ecomégo. Essayer au maximum d'être cohérent. Ils sont 100% recyclables et ils sont personnalisables. Ensuite, à côté de ça, donc, il y a plusieurs autres alternatives pour éviter et faire en sorte que les gens ne jettent pas. Donc on a le cendrier de poche que vous avez ici aussi et nous on commercialise, qu'on personnalise à chaque fois. Ça c'était pour le bassin d'Arcachon, donc voilà, le logo d'Ecomégo et le bassin d'Arcachon, des petites plaques de prévention à mettre sur les bouches d'égout, des cendriers de plage, des cendriers de poche, des cendriers de voiture, des nudges et des pots de massification. Les pots de massification, ils vont servir en fait à... c'est le tout nouveau projet qu'on est en train de lancer là pour cette rentrée. C'est comment faire en sorte... On a la solution pour capter les mégots sur la voie publique.
On met des cendriers, on met des cendriers, soit les cendriers ludiques comme vous avez là, les cendriers à vote, ou des cendriers classiques. On a le cendrier de poche. Mais comment on fait pour capter les mégots maintenant qui sont générés au domicile des gens? Donc on va mettre en place des points d'apport volontaires, comme vous avez ici, où le but c'est un peu comme on a des personnes qui arrivent avec leur poche et vont vider le verre dans la borne à verre, le carton dans la borne à carton. Et bien là c'est d'avoir des collecteurs un petit peu plus grands, où on a un peu plus de visibilité et où on va venir vider donc une grande boîte qu'on aura chez soi, et on aura mis tous ces mégots dedans. Ça plus les cendriers de voiture. Et pour éviter de tout jeter par la fenêtre ou alors de le mettre dans le caniveau quand une fois que je me suis garé le long du trottoir et éviter les problèmes que vous nous avez présentés. Voilà, ces bornes-là, elles sont aussi à mettre dans les stations d'autoroute. On est en train d'expérimenter ça sur 6 stations totales sur l'axe Paris-Marseille. Je vais faire mon plein, et ben je peux vider mon cendrier de voiture dedans aussi. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de proposer. Il y a plusieurs villes qui vont le mettre en place là aux alentours de Bordeaux. Et on est très content parce que le but pour nous, c'est de capter un maximum de mégots, et vraiment de faire en sorte qu'il n'y en ait plus par terre, et que tous ceux qu'on arrive à capter, on les mette dans la bonne filière. La bonne filière, je vais y venir juste après avec le brevet qu'on a déposé, parce que l'étape d'avant, c'est la collecte. Comment on collecte? Alors, nous à Bordeaux, on collecte à vélo. On essaye aussi d'avoir zéro émission de CO2 quand on collecte les cendriers de la ville de Bordeaux, les cendriers de la ville de Bègles, Senon, Parent-Cuire, Marmande. Voilà, toutes ces villes-là, on peut aller, même si c'est des fois un peu plus loin, on peut aller en voiture avec le vélo. Et tout ce qui est du dernier kilomètre, voilà, quand on se balade dans les centres-villes, ça on peut le faire à vélo. C'est plus sympa parce qu'en plus on a un lien direct avec les gens, avec les usagers. Quand ils se rapprochent du cendrier, qui nous demandent ce qu'on en fait derrière. Si on est en voiture, on voit personne. Si on est en vélo, on peut discuter. Si elle n'est pas verte, elle est solidaire. On sous-traite énormément de collectes dans des villes où on n'est pas présent physiquement. On sous-traite à des chantiers d'insertion. Ça, c'était un parti pris. La ville de Bellac en Haute-Vienne, pas très loin, travaille avec nous depuis presque le début de l'aventure. Et c'est un chantier d'insertion sur place qui collecte à vélo. Donc c'est solidaire et vert. Et sinon, on optimise avec des transporteurs plutôt plus classiques, mais on massifie dans un certain point et on rapatrie les mégots sur Bordeaux ou sur d'autres sites une fois qu'on a atteint une masse assez importante. Et la valorisation. Au début, on a fait les premiers tests pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du mégot. Donc on a découvert plein de choses pas très sympas. Et on a vu que le CSR était, donc faire en faire un combustible solide de réutilisation n'était pas la meilleure des solutions. C'est en grande partie comment sont traités aujourd'hui nos déchets. Donc on a pris le pas dès le début d'envoyer nos mégots en CSS. Le CSS, c'est un combustible solide de substitution. C'est la filière qui traite les déchets dangereux qu'on a aujourd'hui en France. En gros, on va sélectionner certains déchets qui vont nous intéresser, qui vont avoir des propriétés et une capacité de combustion beaucoup plus intéressante que les autres déchets. Les déchets qu'on a dans nos poubelles de cuisine, c'est en grande partie des aliments qui sont composés d'eau. Monter en température et brûler des choses qui sont composées d'eau, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'énergie. Donc le CSS, quand on va choisir un peu ce qu'on veut, on prend des choses qui brûlent bien, qui brûlent vite, donc on n'a pas de rejet en fin de process, donc on n'a rien à enfouir. Et quand on a une combustion qui est plus instantanée, on a moins d'émissions aussi. Donc on faisait ça avec les mégots. En parallèle de ça, parce que quand je vous parle d'économie circulaire, de comment faire vraiment d'un déchet une ressource, il faut que le déchet, on puisse en refaire quelque chose. La dernière étape, c'est la valorisation énergétique. On le fait disparaître et on utilise l'énergie. L'étape d'avant, c'est la valorisation matière. C'est retravailler la partie du mégot de cigarette et refaire quelque chose qu'on pourra réutiliser. Donc j'ai pas de slide là-dessus encore, c'est tellement récent. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en juin 2019, on a déposé le brevet après 2 ans et demi de recherche avec des laboratoires en Nouvelle-Aquitaine pour réussir à séparer tout d'abord les 3 flux, donc le papier qui entoure le filtre de cigarette, le reste de tabac qu'on va avoir sur les mégots, et l'acétate de cellulose, la partie blanche, qui des fois encore on peut apparenter à du coton. Et donc c'est là où vient le problème, c'est qu'on dit du coton, si c'est par terre, c'est pas très grave. Alors qu'en fait c'est de l'acétate de cellulose, donc c'est vraiment de la fibre de plastique. Comment on sépare ça, et qu'est-ce qu'on fait avec la fibre, qui est ultra polluée. Et comment on fait surtout aussi pour ne pas utiliser d'eau ou de solvant dans la dépollution de ces mégots. Parce que notre discours il est basé sur le fait de ne pas jeter les mégots par terre pour ne pas que ça pollue les océans. Si derrière on arrive à mettre en place tout un système de séparation des flux, de collecte pour dépolluer avec de l'eau, on va déplacer cette pollution. C'était pas l'idée qu'on avait, donc on a voulu mettre au point quelque chose qui permette de retravailler la matière sans utiliser d'eau, sans utiliser de solvant,
et faire une matière 100% recyclée et 100% recyclable. Encore une fois, faire un nouveau produit pour faire un nouveau produit, c'est pas super intéressant. Faire quelque chose par contre qui sera utile et qui va remplacer l'utilisation de plastique nouveau par ça, c'était plus intéressant. Et en plus, si derrière les objets qu'on va faire, s'ils sont cassés, on peut les rebroyer, refaire ces granules et refaire de nouveaux objets, et ben là on est vraiment au top du top. On arrive à recréer une nouvelle boucle avec quelque chose qui d'habitude est par terre, dans les caniveaux, dans les égouts. On les capte et on refait ça. Donc là, on arrive, et vous pourrez venir toucher si ça vous intéresse, c'est vraiment des mégots. Des mégots qu'on a retravaillés, qu'on a mélangés avec d'autres polymères plastiques pour refaire quelque chose qui n'est plus considéré comme un déchet, mais bien que là comme un nouveau matériau. Et ça, avec les granules, on peut les refondre et les mettre dans n'importe quel moule et faire les objets qu'on veut. Donc là, on s'est autorisé encore à prendre quelques temps pour négocier et voir avec quelle entreprise à qui on pourrait fournir cette matière pour qu'elle continue à faire les objets qu'elle faisait avant avec du plastique neuf, le faire avec ce plastique-là pour qu'on ait quelque chose de très cohérent, de très pertinent. Voilà. On utilise moins de plastique, on en fait moins et on utilise ce qu'on a déjà fabriqué. Voilà donc aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec les mégots de cigarettes. Et en fin d'année, on envoie à chacun de nos partenaires, que ce soit collectivité, entreprise ou festival, un rapport d'impact pour lui dire combien de mégots on a capté, ce que ça représente en équivalence de litres d'eau non polluée, ce que vous avez très bien fait tout à l'heure, les collectes en vélo qu'on fait, combien de CO2 on n'a pas émis grâce à tout ça. En fait, tout ce qui est intéressant de savoir quand on met de l'argent en achetant la prestation Ecoméo, quels sont les bienfaits et les bénéfices de tout ça. Donc, on le retrace dans un document pour assurer toute la traçabilité nécessaire. Et rapidement, les chiffres d'Ecomégo, depuis le début du projet, on a installé un peu plus de 1000 cendriers un peu partout en France. On a plus de 300 clients maintenant, on a sensibilisé un peu plus de 10 000 personnes, donc on tient les comptes quand on va discuter avec les gens en événement ou autre. On regarde ce qu'on fait. On a 10 emplois créés, ça c'est une des plus grandes fiertés aussi, plus que presque les millions de mégots qu'on valorise, parce que ça c'est pas que c'est facile, mais en tout cas c'était un peu plus simple que de créer des emplois. Donc, un jeune projet comme le nôtre, il a déjà créé 10 emplois et ça on est vraiment très content. 10 milliards de litres d'eau non polluée grâce à notre activité, plus de 5000 km avions parcourus, donc on vient de finir le Tour de France, donc c'est pas grand chose, 5000 bornes en 4 ans par rapport à ce qu'ils ont fait, mais on est content quand même, on a mal au volet quand même. La solution fiable et performante, bon bah ça, ce sera à nous de vous le démontrer, monsieur le maire, quand on travaillera avec vous. Et on travaille avec plusieurs villes. On est témoins. De la proposition. Mais on a l'impression qu'il n'agit pas. Voilà, et on travaille avec des villes, donc les plus petites et grandes, la ville de Gage, je vous le disais, des villes sur la côte, Royan, Arcachon, la communauté de communes des Grands Lacs, et aussi des plus grandes villes, la ville de Lyon, la principauté de Monaco, la ville de Bordeaux, on est aussi à la ville de Bastia, et on est équipé le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça aussi, on était assez content de mettre un pied là-bas, et des entreprises comme JC Deco, Keolis, avec qui on a fait pas mal d'expérimentations pour savoir comment on arrive à capter les flux de mégots qu'on va avoir sur les stations de tram et les stations de bus. On vient de terminer une grande expérimentation là, durant tout le mois d'août, en lien avec la future REP, la responsabilité élargie du producteur, qui va être mise en place par la France à partir de 2021, normalement, et 2022 au niveau européen, pour créer une écotaxe, aller chercher un petit peu d'argent chez les fabricants de tabac pour financer des actions comme la nôtre. Donc là, on a bossé au mois d'août pour leur récolter des données et savoir quelle forme va avoir cette écotaxe dans quelques temps. Puis voilà, d'autres entreprises que sûrement vous connaissez en voyant les logos. Et on travaille avec des événements. On a fait le G7 à Biarritz il y a 1 an et demi maintenant, un truc comme ça, avec les Girondins de Bordeaux. On pourra travailler avec le club de foot de Bergerac aussi, sans problème. Et des événements, là, les conférences TEDx, le Working Up Day, la fête des vendanges à Montmartre, etc., etc. Et généralement, on a plutôt de la chance quand on fait des choses. On a un projet qui a quand même une petite bulle positive autour de lui. On fait des choses bien, en tout cas on essaye. Et on le fait avec beaucoup de positif. Et donc on a de la chance, les médias parlent de nous. Et voilà, et là vous avez une partie de l'équipe, c'est aussi bien de mettre des visages derrière un projet. Donc voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Et j'espère que la solution qu'on propose en tout cas vous plaît. Et qu'on pourra faire des choses ensemble. Et maintenant, si vous avez des questions, ben voilà, je suis tout à vous pour répondre à tout ce que j'ai pas dit peut-être. Alors, est-ce que vous avez des questions? D'abord, vous féliciter. Merci. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est cette génération
qui va réparer les conneries des vieux. Je fais partie. Donc je vous remercie beaucoup. Ça, c'est la première des choses. Vraiment. Je suis ravie que ça existe dans notre région, on est tout près. Ouais. Voilà, vous avez des formations particulières parce que vous avez quand même une sacrée technicité là dans ce que vous nous expliquez. Alors moi j'ai fait un master d'aménagement des territoires. D'accord. Je suis pas du tout de ça là-dedans de base. Mais par contre je voulais travailler dans l'environnement, je voulais faire quelque chose, je voulais faire quelque chose qui me passionne. Donc c'était comment on développe un projet comme ça. Il y avait aussi une aventure entrepreneuriale qui était sympa, c'est de prendre un projet qu'on a d'abord sur une feuille A4 et savoir comment on en fait quelque chose. Vraiment pour tout vous dire, il y a 4 ans on ne savait pas qu'on allait arriver jusque là. On en était... Et sur Bordeaux, vous êtes installé où? Et sur Bordeaux? Vous êtes installé où? Enfin, le siège social? À Bordeaux. À Bordeaux. C'est pas Darwin, quoi. Non, on n'est pas à Darwin. Non. C'est les copains, mais on n'est pas là-bas. On a besoin de plus grand que ce qu'ils peuvent proposer, donc on n'est pas là-bas. Et le fondateur d'Ecomémo, c'est Erwin Faure que vous voyez là. Et donc il y a 4 ans, quand on a commencé, il y avait lui, il y avait moi, et il y avait une autre personne. On était vraiment 3 à commencer à bosser sur ça. Et maintenant on est une équipe un peu plus grande. Donc ouais, donc c'est chouette, c'était une belle aventure. Et pour tout ça, pour tout ce qui est recyclage et recherche et développement, on a travaillé avec des laboratoires. On n'a pas tout fait nous-mêmes, on n'avait pas la connaissance, donc on s'est rapproché de professionnels qui ne savaient pas quoi faire non plus avec les mégots, parce que les mégots étaient un peu le parent pauvre du déchet. On avait des filières de recyclage qui avaient vu le jour, qui voyaient le jour sur à peu près tout, mais pas sur les mégots. Donc il fallait mettre le nez dedans. C'est vrai que l'odeur, moi, elle me dérange peut-être un peu moins que vous, parce que moi j'ai l'habitude maintenant de travailler dans les mégots, mettre la main dedans, mettre le nez dedans. Mais voilà, on a travaillé avec des professionnels qui avaient des connaissances en chimie, etc., pour savoir ce qu'on pouvait faire des mégots. Et même quand on a commencé, on ne savait pas trop où on allait. On est allé dans plusieurs voies différentes jusqu'à trouver quelque chose qui nous allait bien. On est allé sur de l'isolant. Après, on trouvait que c'était peut-être un peu trop énergivore dans la fabrication et pas assez intéressant après dans le produit. On est sur du fil à imprimante 3D, on a vu que c'était pas possible. Donc on est arrivé sur ça et là on est très content. Donc en fait, quand vous dites ça, c'est une forme de plastique. C'est peut-être mal dit, mais... C'est exactement ça. Le mégot est déjà du plastique. Donc on lui redonne un autre aspect en le mélangeant avec d'autres plastiques pour qu'on passe sous les seuils de toxicité et que ce soit plus un déchet, mais que ce soit vraiment un nouveau matériau qu'on peut utiliser sans se mettre en danger. Donc par contre, c'est pour ça que tout à l'heure on faisait la blague sur les bouchons de gourde, on ne le fera pas. On ne fera pas de plastique alimentaire parce qu'on a toujours un phénomène de lixiviation, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui va ruisseler, va pouvoir capter quelques micropolluants et après si on les ingère directement, là ça devient dangereux pour nous. Voilà. Ouais. À peu près, hein. Il est quoi, à peu près dans ton bocal? Là je ne saurais pas dire. À peu près. Là je ne saurais pas. Ça parle en milliers, en millions? Non, c'est quelques centaines. Ah, c'est tout? Ouais, quelques centaines, parce qu'on rajoute en fait d'autres plastiques. Ah ouais, d'accord. Donc, et voilà, et on mélange pour avoir un matériau intéressant. D'accord. Là, c'est quelques centaines. Ouais. Tu es où à Bordeaux? Parce que je suis de Bordeaux, moi aussi. On est intéressé. Alors, de toute façon, on travaille partout en France, donc on peut agir partout. Notre siège, là, on l'a déménagé à Bec, donc juste à côté, rue Ferdinand Buisson, dans les anciens locaux de la marque DDP. Je sais pas si vous connaissez DDP. Donc on est là-bas. Et on a longtemps été sur la rive droite de Bordeaux, à côté des locaux de France Bleu. Non, je suis à Talence, juste à côté. Ok, Talence. Oui. Quelle est la proportion de polymères dans ce que vous avez présenté là? Sur la nouvelle matière qu'on va créer, on a 30% de mégots recyclés et 70% d'autres polymères recyclés. Ah, ils sont recyclés aussi, c'est ça? Ouais, c'est que des plastiques recyclés, donc les mégots, d'autres plastiques recyclés, pour arriver à une matière 100% faite de plastique recyclé, et donc avec des derrière recyclable. Voilà, il n'y a pas de plastique neuf, on n'utilise pas, nous on n'achète rien on recrée rien pour faire ça. Du coup, cette matière a été développée pour passer après dans les moules ouais. à une certaine température. Exactement. Ouais. Pression. Alors ça par contre je sais pas. Il y a des choses après quand c'est trop dans l'industrie comme ça, moi je vais pas avoir toutes les réponses. Mais par contre c'est une matière qu'on peut réutiliser dans n'importe quel moule. On est en train de regarder là juste pour faire des objets de démonstration. Quel objet on veut faire, on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Est-ce qu'on fait un objet qui sert à rien? Est-ce que ça ne va pas trop? Donc on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à moindre coût. Est-ce qu'on développe un moule pour notre propre usage? Est-ce qu'on utilise quelque chose d'autre? On a l'entreprise Tolou à Bergerac qui travaille sur pas mal de polymères différents. Et ben si vous avez un contact à me donner, je leur passerai un coup de téléphone pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Ouais. Oui, en plus ils ont cette démarche-là
Et ben, je suis preneur, je suis preneur de contact. Ouais. Et à ce moment-là, refaire des cendriers de rue. On peut faire la boucle. On peut pas. On peut faire, en fait, on peut faire plein de choses. Oui. Techniquement, on peut faire plein de choses. En revanche, on préfère quand même faire nos cendriers en acier. Parce que, imaginons, on est quand même sur un mégot qui peut être mal éteint. Si dedans il y a un ticket de bus qui a été mis dedans et qu'on a un départ de feu, le plastique va être beaucoup moins résistant que l'acier. L'acier, on peut être sûr, même s'il y a de la fumée, éventuellement il y a un bout de flamme qui sort du bout tout en haut, on est sûr qu'il n'y aura pas de départ d'incendie dans la rue, sur les maisons d'à côté. Donc on préfère travailler avec de l'acier quand on est avec le mégot de cigarette. Sur le modèle économique, ouais. Vous faites toute la partie traitement, donc ramassage, traitement. On fait tout. Et la partie colonne, du coup, ouais. L'installation des colonnes. Ouais. Donc c'est du mobilier urbain. Ouais. C'est les collectivités qui l'achètent. C'est un modèle économique que vous fournissez l'ensemble. Alors nous, s'il y a déjà des cendriers, très bien. Ils peuvent continuer à exister. On n'est pas sûr d'avoir rien. S'il n'y a rien. Et ben on peut nous acheter donc ces cendriers-là, choisir la couleur. J'ai vu en passant dans les rues de Bergerac qu'il y avait une couleur de mobilier urbain sur les potelets qui était bien particulière. On peut très bien reprendre ce râle de cette couleur et la poser à la place du bleu. Alors nous là c'est le bleu Bordeaux, c'est la couleur du mobilier urbain de Bordeaux. Faire ça et laisser le sommet orange pour qu'on ait quand même un rappel avec le mégot de cigarette, qu'on ait aussi un dénominateur commun avec ceux qu'on a mis en place dans Bordeaux. Quelqu'un qui la semaine est ici, le week-end va faire un tour à Bordeaux, il voit le cendrier qui ressemble à celui qu'il a, il voit le sommet orange, il sait que derrière il y a du recyclage, donc il va faire les pas supplémentaires vers le cendrier plutôt que de jeter dans la bouche d'égout. Donc ça rentre c'est une ligne investissement dans les budgets de la collectivité. On achète du mobilier urbain comme on en achète un peu partout. Ensuite, on a plutôt de l'accompagnement qu'on propose avec sensibilisation, collecte, recyclage. Et j'ai regardé pour une ville comme Bergerac, ce qu'on propose, c'est de venir minimum 2 journées par an, ou alors 4 demi-journées, après ça on découpe un peu comme on veut, mais pour parler avec les gens sur des événements que la mairie va porter. Est-ce que c'est lors de la semaine européenne de réduction des déchets, la semaine du développement durable, la semaine de la mobilité, parce que peut-être qu'on collectera à vélo. Donc voilà, on a toutes ces thématiques qu'on peut croiser. C'est venir parler avec les citoyens, leur dire où sont les cendriers, leur dire ce qu'on va faire avec, les prendre un petit peu par la main, vraiment, pour qu'eux puissent comprendre le message, le porter et après, une fois qu'on est parti, et faire en sorte que les mégots soient plus par terre. On collecte, soit par les agents de la ville, qui déjà vident les corbeilles qu'il peut y avoir, ils peuvent vider les cendriers, séparer les flux dans des bidons qu'on met à disposition. Une fois par an, on vient récupérer tout ce qu'on a capté, et on passe au recyclage, et derrière, on vous envoie le rapport d'impact pour vous dire combien de mégots on a capté, ce que ça représente en litres d'eau polluée, etc. Pardon? Vous avez une bonne communication municipale, mais il faut lui vendre. Non, mais bien sûr. C'est ce que je fais. Mais le projet Barbelier, le projet il se vend tout seul. Non, mais ouais, voilà, on a l'habitude de travailler avec les collectivités, de plus en plus on le fait. Moi, je commence à être trop intéressé. Moi, je suis commerçant, je peux la faire. Ouais, si vous voulez, il y a des cendriers qui sont, si on n'a pas la place sur le trottoir, on peut très bien mettre un cendrier mural qu'on fixe au mur. On a des cendriers à botte. Et après, on a des offres plutôt pour les entreprises, pour les commerçants, où on met un plus petit bidon à disposition et peut-être qu'on devra faire une ou 2 rotations dans l'année, mais voilà, on s'adapte à tout le monde. Ouais, on fait vraiment des entreprises. On a un cabinet d'avocats à Angoulême, ils sont 3 et ils ont pris la solution. Et après, on a le siège d'Air France à Paris, où ils sont beaucoup, ils étaient beaucoup. Ils sont un peu moins. Mais voilà, enfin, on a vraiment tout type de structure et on s'adapte pour pouvoir aller chercher les mégots là partout où il y en a. Ouais. Alors, j'aurais 2 questions. Déjà, merci pour la présentation. Avec plaisir. La première, c'est je m'inquiète un peu pour votre santé. Tu expliquais que vous avez des nez et des doigts dans les mégots. Ouais, on a des masques maintenant. On a développé une compétence dans les masques. Deuxième question, c'est pour une entreprise qui souhaiterait travailler avec vous, qu'est-ce que ça lui coûte? Alors ça lui coûte, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Plus il y a de salariés, plus il y a de fumeurs généralement, et donc plus il y a de mégots à capter, plus il y a de recyclage, donc plus ça coûte cher. On va dire qu'en moyenne, pour une entreprise sans acheter de cendrier, on part du principe qu'il y a déjà des cendriers, on va être aux alentours de 300 € l'année pour l'accompagnement avec la mise à disposition des affiches, le rapport d'impact, l'accès à un espace client, etc. Les collectes, le recyclage et l'envoi du rapport d'impact. Ensuite, s'il y a besoin de cendrier, là c'est d'autres lignes qui se rajoutent, mais on va dire que le panier moyen, en gros, ça va être aux alentours de 300 € pour les entreprises. Voilà. Donc après, si on est plus petit, ça peut être 150 l'année. On est en train de développer une offre aussi de location
Peut-être qu'on sera sur des tarifs de 10-15 euros par mois plutôt que de payer 150 ou 200 euros pour une année. Voilà. Faire des mensualités qui sont toujours un peu plus faciles à passer sur des budgets plus qu'un investissement net comme ça. Quel statut vous avez, une association? On est une entreprise maintenant. On a créé une SAS depuis mars 2019 avec l'agrément ESUS dont je parlais tout à l'heure, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est-à-dire que notre but reste le même qu'une association. Notre but, c'est un but sociétal, c'est préserver l'environnement, créer de l'emploi. Les statuts de l'entreprise sont figés. On a plusieurs personnes dans le collège. On prend les décisions tous ensemble. Voilà, on est une entreprise, c'est les entreprises modernes. On a vraiment pris la suite de l'association en créant une structure qui nous a permis de faire une levée de fonds. Une levée de fonds qu'on a fait avec la structure, il y avait le logo tout à l'heure, l'ITA. C'était aussi une façon pour nous de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait qu'une levée de fonds auprès de groupes comme Airbus ou BPI qui nous ont subventionné pour qu'on puisse accompagner toute cette croissance, mais on a aussi permis aux particuliers, moyennant c'était un minimum de 100 euros jusqu'à 40 000 euros, de pouvoir investir dans le projet, devenir actionnaire du projet. Alors je le suis moi-même, je suis actionnaire de l'entreprise pour laquelle je travaille, mes parents le sont, j'ai une tante qui l'est et j'ai des gens que je ne connais pas, qui ont mis entre 100 et 40 000 euros. On a 150 personnes, un peu partout en France, qui sont actionnaires et à qui on doit rendre des comptes. Donc c'était aussi une façon un peu sympa de faire grandir l'entreprise, de permettre à n'importe qui croit en nous, qui croit en ce projet, de pouvoir mettre un petit peu d'argent et espérer peut-être que dans 10 ans récupérer aussi lui un peu de bénéfices si on a bien bossé d'ici là. Mais au travers d'une scène, vous n'auriez pas pu adosser une association d'utilité publique pour défiscaliser, pour avoir un objet de défiscalisation pour les entreprises? Aucune idée. Là-dessus, c'est pas moi qui ai fait tout le montage juridique, je ne m'y connais pas assez pour ça, donc je ne pourrais pas vous dire. C'est le moment où du coup, on va se donner des... Mais ouais. Est-ce que sur le live, il y a des questions? Non. Est-ce que vous avez des questions sur la Moi, je moi qui suis dans l'économie sociale et solidaire entre la Dordogne et la Gironde, est-ce que vous êtes ouvert à des partenariats? Je suis autant dans l'économie sociale et solidaire que dans l'écologie, donc j'ai les deux critères écologiques et sociaux. Ouais. Donc je veux savoir, je peux passer vous voir directement à Belle. Ouais, bien sûr. D'accord, donc vous êtes ouvert aussi à des partenariats et... Ouais, on est ouvert à tout, carrément. Ouais, bien sûr. Si tu as une carte, c'est... Enfin, merci. Merci beaucoup. Hein. Ben, avec plaisir. Du coup, on voulait te remettre les... Il y a une petite partie des maisons qu'on a ramassées à Bergerac. Donc on voilà, veut en que... plus, il y a le poids dessus, c'est Voilà. pour ça que... Donc ça permettra de... Moi, On l'avait confié à Mathieu pour qu'il j'ai pas le bidon avec moi, il est dans la voiture, on ira mettre ça tout en partant. Et je Il y en a encore d'autres qu'on essaiera de te passer. Et moi je vous enverrai, on pèsera tout ça lundi matin, parce que je pense qu'il n'y aura plus personne quand je vais rentrer là. Donc on pèsera ça lundi matin, on vous enverra la quantité qu'on a, le nombre de mégots que ça représente, un peu le calcul que vous avez déjà fait, mais on vous renverra pour qu'il y ait une traçabilité. C'est aussi notre travail de vous assurer que les mégots ils sont bien partis au bon endroit. Et quand il fait nuit, on met pas tout dans la grande derrière. Super. Et maintenant, je laisse la parole. Donc, on va... Monsieur le maire. On va vous expliquer un peu le guide de recommandation qu'on propose à la mairie de Bergerac. Donc, Carmona va nous expliquer un peu en 2 mots. En 2 mots? Oui, en 3 mots. Une minute. Alors, donc la conférence touche à sa fin, donc est venu le temps de vous présenter ce guide de recommandation qu'on a créé pour la municipalité de Bergerac, dans le but de, je l'espère, pouvoir faire perdurer notre action. Donc ce guide retrace l'histoire de notre commission et renseigne également sur les impacts du mégot à Bergerac, comme nous l'ont expliqué nos intervenants ce soir. Mais le but de celui-ci était surtout pour nous de pouvoir vous proposer des solutions durables pour lutter contre cette pollution. Donc tout d'abord, pourquoi pas en installant des cendriers dans toute la ville de Bergerac pour limiter la pollution visuelle et environnementale. Ensuite, on a pensé à la création d'une filière de recyclage et de valorisation du mégot à Bergerac. Ça permettrait de créer de l'emploi et de favoriser l'insertion professionnelle. Mais ça passe également par une campagne de sensibilisation, grâce à des interventions terrain ou des affichages dans les espaces publics. Et pour finir,
afin de sensibiliser le plus de personnes possible et surtout de verbaliser les incivilités. On a pensé à la mise en place d'une brigade verte. Voilà. On a la mairie. Voilà, et après on a les coordonnées des Comégo, voilà, ils ont... Je pourrais nous donner les... C'est un programme électoral que vous me proposez à cette époque. Non, tout d'abord, j'aimerais vraiment féliciter la Jeune Chambre économique et toute l'équipe présente ce soir pour tout le travail que vous faites au quotidien et votre engagement. C'est important de s'engager, surtout quand on est jeune, si on veut renouveler le paysage, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, et tous ceux qui s'engagent demain, puisque beaucoup de décideurs sont passés par la Jeune Chambre un jour. Alors, j'ai pas eu la chance d'en faire partie, mais je suis passé par d'autres voies pour arriver là où je suis. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a des futurs responsables, qu'ils soient associatifs ou politiques, et on en sera ravis plus tard sur notre territoire. Je veux dire que cette conférence elle est très intéressante parce qu'elle va dans notre sens, dans le sens de ma majorité municipale, qui est celle de la démarche zéro déchet. Donc nous souhaitons mettre en œuvre, avec de l'agglomération bergeracoise, des actions fortes sur le déchet. Alors dans le cadre de la semaine du développement durable, avec Veolia, on en a parlé, c'était repris par la presse, les fameux fichiers qui ont été donnés à l'ensemble des restaurateurs bergeracois et de nouveaux restaurateurs qui commencent à nous appeler à la mairie, qui souhaitent s'engager à nouveau, parce qu'ils l'ont vu dans la presse. Et donc c'est très bien, c'est une belle démarche de la consommation de l'eau potable. Et puis sur le mégot, je tiens vraiment à vous féliciter, parce que c'est une très très belle démarche. Et dans notre programme électoral, il y a toute la partie mobilier urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à aller verbaliser quelqu'un alors qu'il n'a pas la possibilité de mettre son mégot quelque part. Et donc, il y a toute cette démarche de réflexion qui est en cours au niveau de la mairie de Bergerac sur tout le mobilier urbain. Alors, au-delà des colonnes de mégots de cigarettes, c'est les poubelles, ce sont les bancs, tout ce qui fait notre quotidien quand on est dans la rue. Et donc, de pouvoir avoir ces colonnes de mégots de cigarettes, pour nous, c'est une ambition à très court terme. Donc, il y a une réflexion qui est menée sur des sites d'installation dans la ville, de façon à être sûr que ce soit des lieux de passage à tous les arrêts de bus, à chaque croisement de rue, au niveau des bars de la ville, voilà, à chaque endroit où il peut y avoir, et puis devant les administrations aussi. Souvent on les oublie et pourtant c'est un lieu de passage important. Voilà, donc moi je veux bien qu'on se rencontre avec mes services techniques pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble sur cette partie-là, pour qu'on puisse faire donc l'installation de tout ce mobilier urbain dans un premier temps, toute une partie pédagogique, et là je vous rejoins, il faut qu'on fasse cette partie pédagogique, qu'on explique à un maximum de personnes et sensibiliser un maximum, et puis après passer à la partie un petit peu plus qui fait parler souvent davantage, et celle de la verbalisation, parce que certains ne comprendront toujours pas qu'il faudra mettre leur mégot de cigarette dans les colonnes à mégot, et il faudra passer par la verbalisation pour essayer d'en faire prendre conscience que ça se jette à cet endroit-là et pas ailleurs. Et donc je compte sur la Jeune Chambre économique pour nous accompagner. Je vais lire attentivement ce guide de recommandation et je le ferai passer, je le scannerai pour le passer à l'ensemble de mes collègues élus, de façon à ce qu'ils en aient tous la bien et bonne connaissance de ce guide. Donc je tiens à toutes et tous vous remercier pour la qualité de l'organisation, la qualité des interventions, et puis le public présent, toujours très nombreux. Il s'agit de la Chambre économique. Et certainement, donc à tous ceux qui nous regardent attentivement, qui nous regarderont dans les jours à venir, pour regarder ce qui s'est passé ici à Bergerac avec la Jeune Chambre économique. Donc merci à tous. Merci.